Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue dans ce premier Zoom de l'année 2026 sur la chaîne du Cercle Aristote des éditions Perspectives Libres. Donc vous le savez, une fois par mois, une analyse thématique en profondeur et comme vous le voyez dans le titre, on ne pouvait pas passer à côté du sujet États-Unis en ce moment qui fait parler de lui. On voulait prendre du recul sur ce sujet et les deux personnes qui vont m'accompagner pour cette émission. On va commencer avec l'invité d'honneur de cette émission qui nous fait le plaisir. Vous pouvez le retrouver sur Veille Stratégique TV. Il a sorti dernièrement La fin de la domination américaine, justement, un excellent livre sur le complexe militaro-industriel et sur l'armée américaine. Sylvain Ferreira, bonjour, bonsoir. Bonjour à vous et merci de cette invitation, de cette première invitation pour démarrer l'année. Oui, alors Sylvain, on peut le rappeler avant que je passe après la parole à notre deuxième invité. Sylvain, on est très content de vous avoir parce que vous êtes redemandé depuis quelques semaines, quelques mois à corps et à cri sur plein de médias. C'est un peu la star montante des médias francophones et d'ailleurs on vous remercie pour la qualité de vos analyses et pour le côté sympathique, pédagogique que vous apportez en plus de la justesse et de la précision. Donc vous êtes très demandé en ce moment, donc on est ravis de vous avoir. Ah bah écoutez, il y a eu cette concomitance à la fois de la sortie du National Security Strategy des États-Unis, les événements dont on va reparler sur les décisions de Donald Trump, plus l'actualité bien évidemment des conflits, et donc la sortie du livre au milieu de tout ça fait que voilà, beaucoup de gens veulent m'entendre et j'en suis absolument ravi. Et puis je suis ravi de venir pour le Cercle Aristote alors pas en présentiel, mais quand même un petit peu. Voilà. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, vous étiez également en conférence il n'y a pas si longtemps que ça chez nous fin 2025. En tout cas, merci beaucoup Sylvain. Et pour m'accompagner également dont les gens adorent et réclament évidemment les analyses puisque beaucoup de choses qu'on avait dit il y a un an se sont révélées assez exactes, David, donc tu dois être assez content de ce point de vue-là. C'est évidemment, vous l'avez reconnu, c'est mon camarade et mon ami David Tusher. David, bonjour, bonsoir. Hey, bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on avait fait une émission sur les objectifs, on va dire, de Trump en février 2025. Je crois que c'était en février avec Jonathan Alperi. Et on avait essayé de faire de la prospective sur les prochains mouvements de Trump et sur quel territoire et pays il pourrait avancer ses pions. Et il s'avère que je ne m'attendais pas à ce que nos analyses avec Jonathan Alperi se sont révélées exactes. Moi, je peux pas dire mieux. Ça fait plaisir, ça veut dire que des fois on peut se tromper, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal, mais il s'avère que là nos analyses étaient bonnes et du coup un an après on revient dessus, on va faire un retour dessus et puis décrypter tout ça avec Sylvain que je suis aussi de temps en temps en podcast aussi avec Idriss Aberkan dont je suis aussi les travaux. Voilà, c'est la première fois qu'en fait on partage quelque chose et qu'on se rencontre lui et moi par visio et c'est vraiment un plaisir aussi. Plaisir partagé. C'est ça que sert le Cercle Aristote. Vous le savez, nous ne sommes pas un média dans le sens oui, nous sommes un média, mais pas dans le sens média d'acte qui couvre l'actualité comme d'autres. Vous savez qu'il y a plein d'autres personnes qui le font très bien. En revanche, nous avons la chance d'avoir des auteurs, soit de maisons d'édition amis ou avec qui nous collaborons comme Sylvain aujourd'hui, soit directement issus de notre production, comme David, dont je rappelle le titre de l'ouvrage, Vers les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, David, tu nous en reparleras tout au long de cette année, mais tu es également en train de travailler sur la suite d'autres ouvrages dont on se réjouit de découvrir, que ce soit en fin d'année 2026 ou en début d'année 2027. Enfin bref, quand ça sortira, il n'y a pas de stress. Mais justement, les gens aussi sont très intéressés par la suite des travaux parce que le premier livre avait plutôt bien fonctionné et avait plutôt eu un bon écho. Et donc, on est ravis de traiter ça avec vous. N'hésitez pas, je profite, comme ça c'est fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à aller regarder, si ça vous intéresse, la chaîne YouTube Veille Stratégique TV de Sylvain, qui est aux alentours des 50 000 abonnés au moment où nous enregistrons cette émission. Donc, il y a du contenu,
notamment des rapports hebdomadaires, il me semble, Sylvain, des émissions. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller vous... Et puis également, où est-ce qu'on peut se procurer le dernier livre, justement, La fin de la domination américaine, voilà, un petit peu... Sur The Book Edition. C'est sur The Book Edition. J'aurais pu peut-être le faire passer auprès d'un autre, d'un éditeur classique. Et puis justement, comme je l'évoquais, l'actualité a fait que, bon, pour des questions de rapidité et de facilité, The Book Edition permettait en une semaine à peine d'avoir un livre clé en main. Et du coup, c'était très bien parce que ça a permis de remplir un vide et les ventes sont au rendez-vous. Donc voilà, ça correspondait bien à l'idée que je me faisais de l'urgence de traiter ce sujet auprès des audiences qu'on peut partager. Voilà. Oui, effectivement, parce qu'on va rentrer directement dans ce sujet. Donc, une fois que vous êtes abonné, que vous avez mis un pouce et mis un commentaire ou voilà, des choses dont vous voulez parler durant l'émission, n'oubliez pas ça et de référencement. On fait tout de manière bénévole au Cercle Aristote, vous le savez, et vous pouvez nous soutenir et surtout acheter les bouquins de nos auteurs, c'est le plus important, soit des émissions ou des éditions amies, soit directement chez nous, le site du Cercle Aristote, etc. Et nous suivre sur les différentes plateformes. On va commencer avec Sylvain. Sylvain, ça fait un peu plus d'un an maintenant, on enregistre cette émission fin janvier 2026, ça fait un peu plus d'un an que l'administration Trump 2.0, donc deuxième mandat, s'est mise au travail, et si on prend un petit peu de recul, parce qu'après on va traiter d'autres sujets, quels étaient, selon ton analyse que tu as traitée au niveau en tout cas de la projection, quelles étaient pour toi les grandes lignes et les grands objectifs de la nouvelle administration qui est arrivée à la Maison-Blanche avec Trump, et surtout les questions qu'on aimerait se poser, c'est quelles sont les grandes différences avec notamment la période du premier mandat, donc début 2017 jusqu'à fin 2020, hein, c'est 4 années, selon toi, pour qu'on puisse un peu prendre du recul pour après rentrer dans les éléments qu'on a vus au début qui ont fait l'actualité en ce mois de janvier 2026. Alors, la première chose en ce qui concerne la structure de son administration, elle est beaucoup moins, alors je vais employer un terme dur, hein, mais c'est comme ça que je le perçois, là c'est mon opinion, c'est pas mon analyse, mais son administration est beaucoup moins gangrénée par les néocons que la première fois, hein, c'est-à-dire que exit les John Bolton et compagnie, alors pas tous, hein, il y en a encore quelques-uns qui survivent, il y en a quelques-uns qui survivent à la périphérie de l'administration comme Lindsey Graham et qui continuent de tenter de jouer un rôle médiatique pour peut-être peser sur telle ou telle décision. Maintenant, il y avait cette idée qui avait été annoncée à l'avance, y compris entre le moment de l'élection et le moment de l'investiture, de vouloir se présenter comme un homme de paix, hein, parce que ce qui est important là pour notre propos, c'est plutôt la politique extérieure qu'intérieure des États-Unis, même si il y a une notion très importante par rapport à l'ouvrage de David que nous, Français, on a perdu de vue, c'est-à-dire l'idée de réunir quand même un peu plus la population américaine, de la refédérer autour d'un projet commun, hein, parce que ça partait sérieusement dans tous les sens, et la division était en train de s'inscrire comme je ne l'avais jamais vu depuis, parce que moi je suis un spécialiste de la guerre de sécession, donc depuis 1860, hein, c'est pour ça que l'ouvrage de David est en résonance sur la longue histoire entre guillemets des États-Unis. Donc au niveau international, il y avait cette idée d'être un président qui arrive, qui fait la paix, et surtout qui va repositionner les États-Unis dans une idée au niveau de la finance ou de l'économie en général, dans la volonté de réindustrialiser coûte que coûte le pays, parce que, alors je dis pas que Donald Trump avait lu le bouquin d'Emmanuel Todd sur l'état des États-Unis, de sa société, des infrastructures en lambeaux, etc. Mais je pense qu'il avait des indicateurs qui lui permettaient de comprendre à quel point c'était chaotique. Et d'ailleurs, hier, dans son discours à Davos, il n'a pas arrêté de faire l'aller-retour entre voilà dans quel état je l'ai trouvé, voilà dans quel état, un an après, on a réussi à redresser telle ou telle chose. Et au niveau de la paix, on a vu qu'il y avait certains succès quand même, hein, parce qu'il a fini par contraindre Benjamin Netanyahou à la raison. Pour combien de temps, ça reste à déterminer, mais en tout cas aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu certes instable, mais quand même à Gaza. Il y a certaines avancées aussi avec les pays du Golfe pour remettre sur les rails les accords d'Abraham, donc c'est des choses qui sont pas négligeables.
Et il y a cette idée à côté, donc pour l'économie américaine, de relancer tout un tas de principes industriels. Si il y a une sortie pour les États-Unis, elle ne pourra se faire que par là, y compris en investissant dans les nouvelles technologies. D'ailleurs, ça fait un pont avec sa politique étrangère quand on voit ce qu'il a obtenu du prince Ben Salman comme investissement sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc quelqu'un qui prend un pays en main dans une situation qu'il considère à juste titre, même s'il en rajoute des caisses en termes de communication, qui est délabré, qui est désuni, comme jamais il ne l'avait été depuis l'avant-guerre de sécession. Je rappelle l'indicateur qui nous permet de dire ça, c'est l'élection au cours des midterms précédentes du mandat de Joe Biden, où pour la première fois depuis 1860, on a une élection du speaker qui prend 15 tours de scrutin. On n'avait pas connu ça depuis 1860, comme par hasard. C'était pour ça, à l'époque, ça montrait la fracture qu'il y avait entre les États pro-esclavage et les États anti-esclavage. Et donc là, c'était par rapport aux États pro-LGBT, woke, enfin tout ce que l'administration Biden portait, et puis les gens qui avaient l'idée peut-être de remettre l'Amérique sur les rails. Donc voilà, pour moi, Donald Trump a plus ou moins réussi son pari. Je pense que c'est plus que moins, même s'il y a des gens qui veulent pas l'admettre parce que ils s'imaginaient. Il y a beaucoup trop de gens qui ont cru qu'il allait arriver. Alors c'est de sa faute en termes de communication et c'est de la faute du manque de recul des Européens et de nous peut-être Français en particulier. C'est que je sais pas, en 100 jours, comme on le dit chez nous après l'élection, il allait tout transformer. Si le général de Gaulle, il lui avait fallu que 100 jours à partir de 1958 pour changer la France, on le saurait. Ça lui a pris plus de 4 ans. Et donc là, en vouloir à Donald Trump de pas encore avoir fait ci, de pas encore avoir fait ça, etc., moi je trouve que c'est assez puéril. Donc on pourrait dire, pour paraphraser Libération dans l'autre sens, que c'est globalement positif pour le moment et qu'on va plutôt dans le sens de cette idée d'être un président de paix, d'être un président de réorientation économique pour les États-Unis. Et puis aussi, c'était le dernier point l'année dernière, avec le National Security Strategy, de réorientation de l'axe stratégique des États-Unis et donc de l'acceptation d'un partage bon an, mal an en 3 grandes zones du monde avec les Russes et les Chinois. Ben justement, c'est très intéressant et ça va me permettre de faire la transition avec David, bien entendu. David, 11 mois se sont passés depuis notre émission Que va faire Trump, que penser de son élection. Et c'est vrai que depuis 11 mois, il y a eu notamment en fin d'année passée 2025 ce National Report Security Service dont a parlé Sylvain, qui en fait disait à la façon administration américaine ce que tu avais commencé à dessiner avec Jonathan, mais tu l'avais très bien montré, notamment en parlant de certaines zones très importantes et très sensibles pour les États-Unis. On reviendra, tu as préparé notamment quelques cartes dont tu vas nous parler, on reviendra après dans un peu plus loin dans l'émission, et simplement en propos liminaire, justement une vue sur ce qu'a commencé à mettre l'administration de ces 11 derniers mois et une vue globale pour compléter justement ce qu'a dit Sylvain. En fait, que l'on soit pro-Trump, anti-Trump, on soit républicain ou démocrate, faut surtout pas perdre en vue une réalité. C'est que si, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est vrai, la réalité est toujours là, si on vit comme les États-Unis, il nous faudrait 5 planètes. C'est-à-dire que déjà les États-Unis surconsomment des ressources. C'est un très gros consommateur de ressources. Et d'un. De deux, donc, on connaît tous, aux États-Unis, il faudra avoir 2 ou 3 voitures devant chez soi, avoir une maison de campagne, ensuite avoir un chalet dans la montagne à Aspen, etc. Les importations de ressources ne suffisent pas à leur consommation nationale, donc ils consomment énormément. Les importations ne suffisent pas, du coup ils sont obligés de trouver des ressources ailleurs. D'où le déploiement de Trump. Trump en est bien conscient de cette réalité-là. Il dit bon, c'est pas la peine. On est maintenant un peu moins de 350 millions d'habitants. Oui, c'est ça, je crois. C'est si on vivait comme les États-Unis, il nous faudrait 5 planètes. Donc, il se déploie. Il a besoin de plus de ressources. Et d'ailleurs, les États là qu'il a menacés dans le bassin caribéen, c'est pas l'Honduras, c'est pas le Belize, c'est pas le Salvador. Il y a des ressources là-bas, mais c'est pas énorme. C'est surtout le Mexique,
la Colombie, le Venezuela et Cuba, et ce sont les 4 pays du bassin caribéen hors États-Unis où on trouve le plus de gaz, de pétrole et de ressources minérales, c'est-à-dire de fer, de gaz, d'or, de plomb, bon bref, je passe. Et donc le canal de Panama, on l'avait dit avec Jonathan Alperi, le canal de Panama, alors il faut savoir, 70 à 80% du commerce mondial passe par la mer. Le canal de Panama capte 5% du trafic maritime mondial. Ça représente à peu près, en termes de maintenance, d'actes notariés, etc., pour les navires qui passent, ça représente 200 millions de dollars qui revont dans les poches de l'État panaméen. Et les Chinois ont des parts dans les infrastructures portuaires autour du Panama, sur le Panama et autour. Et donc Trump l'a dit, oula, ça je suis pas d'accord, il faut absolument qu'on remette la main là-dessus. Et Trump là-dessus, je pense qu'il est conscient de cette réalité-là américaine, qui sont surconsommateurs de ressources, et il a besoin de se déployer, et c'est là où je rejoins absolument Sylvain sur la répartition des zones d'influence, parce que du coup, il pousse vers le sud, il pousse, vous verrez qu'il va repousser vers l'Alaska, moi je pense. Il va refaire des déclarations un peu tonitruantes, hein, voilà, à la Trump, disant voilà, on met pas assez l'Alaska en avant, etc. Faut savoir que la plupart des problèmes en eau douce aux États-Unis se concentrent dans le sud-ouest pour des raisons climatiques, il y a moins de cours d'eau, etc. Et la plupart des importations d'eau se font via le Canada, et la plupart des pipelines justement se situent au sud-ouest des États-Unis. Et ils poussent vers le Groenland aussi pour se rapprocher du pôle Nord, puisque, on le sait très bien, vous avez les espaces maritimes de chaque pays. Bon, si on se met sur Google Maps ou peu importe, on met une vue polaire, on se met pile au-dessus du pôle Nord, on voit que, grosso modo, je simplifie, la Russie contrôle via son espace maritime un peu moins de 50% du pôle Nord. Si maintenant on prend l'Alaska et le Groenland, alors là on voit que c'est comme si le Canada était pris en étau, mais on voit les intérêts un peu converger vers le pôle Nord, et on a le passage maritime du nord-est contrôlé par la Russie, on a le passage maritime du nord-ouest qui passe par le Canada. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que si vous allez sur Google Maps, maintenant c'est noté passage du nord-ouest. Il y a encore pas longtemps, ça n'y était pas. C'est intéressant ça, hein. Et donc, Trump, lui, je pense qu'il veut vraiment consolider l'Amérique du Nord comme, dans une moindre mesure après l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Nord, on va dire même avec le bassin caribéen, pour se contrôler toutes ces ressources-là. Voilà. Et aussi pour éjecter les alliés, on va dire, chinois et russes. Oui, alors justement, Sylvain, voilà, on a dressé un portrait, vous l'avez fait les deux et c'est très complémentaire, donc là on a bien compris la situation, donc on va ouvrir maintenant dossier par dossier. Je vous propose, en tout cas Sylvain, je te propose, comme l'a fait David, de commencer par le sud, donc par le dossier caribéen, parce que Donald Trump a décidé également de commencer par le sud en 2026, puisqu'il nous a fait un petit Maduro-exit, il y a plus. Il y avait Maduro et il trinquait avec les Chinois 12 heures avant et il n'y a plus. Donc, bon, tu as très bien traité chez Idriss, allez voir l'émission, l'aspect technique, l'aspect militaire, bon, tu peux y revenir hein, comme tu veux également, mais aussi, surtout, c'est très intéressant dans l'espace parce que le Venezuela, tout le monde parle des réserves de pétrole, etc. Mais c'est aussi une grande partie de la face sud de cet espace des Caraïbes dont les États-Unis veulent faire, et on viendra après avec David, veulent faire un espace quasiment entièrement contrôlé par eux. Au nord, évidemment, ça ne se pose pas puisqu'ils ont une grande partie de l'espace des Caraïbes du Nord, mais maintenant également au sud, en plus de l'aspect ressources et de tous les aspects qu'on peut donner. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cet espace caribéen et avec ce dossier vénézuélien qui a fait les gorges chaudes des médias durant les dernières semaines? Alors, ce qu'il faut rappeler en préambule par rapport à ce que vient de dire David, c'est que le dossier panaméen a été réglé via BlackRock.
Ouais. qui a monté une entreprise financière pour convaincre la holding originaire de Hong Kong qui tenait les deux ports à chaque extrémité du canal de Panama pour que ce soit eux qui cèdent les parts pour que la Chine ne perde pas la face. Enfin, ça a été une opération assez subtile qui a eu lieu, je crois que c'était en février l'année dernière, peut-être même fin janvier. Donc ça, cette affaire-là pour Donald Trump, elle est entendue. Donc il a commencé par le Panama. C'est ça que tu Voilà, c'est ça. Et cette fois-ci, alors c'est pour ça que j'en reparle parce que ça va nous permettre d'introduire le cas de Maduro. Il a fait ça de manière en businessman, hein, c'est-à-dire qu'il a envoyé BlackRock, hein, qu'on connaît très bien sous nos latitudes, pour de mauvaises raisons, régler ça entre businessmen avec la holding de Hong Kong qui opérait au nom du Parti communiste chinois. Alors que ses prédécesseurs en décembre 1989 avait utilisé le prétexte d'un dictateur narcotrafiquant avéré, celui-là qui était Noriega, pour déclencher une opération militaire de grande envergure contre Panama et se saisir du canal. Hein, en nous disant, alors c'était vrai qu'à l'époque, pour dire que Noriega était un type bien, c'était plus compliqué que pour dire que Maduro était un type bien. Et néanmoins, là, avec George Bush père, hein, ça avait été quand même très dur. Il y avait eu beaucoup d'unités de l'armée américaine engagées, la 82e Airborne qui avait fait un saut opérationnel, des combats qui avaient été sanglants, plusieurs centaines de civils, peut-être même des milliers si ma mémoire est bonne, avaient été tués. Et on était à l'époque de l'apogée des moyens militaires des États-Unis à cette époque-là, hein. C'est-à-dire, bon, l'Union soviétique existait encore, même si le mur de Berlin venait de s'effondrer. Mais l'armée américaine avait des moyens monumentaux par rapport à la guerre froide. Rien n'avait encore été voté en version décroissance comme sous Bill Clinton, donc elle pouvait faire ça. Là, ce qui est très intéressant dans cette opération contre Maduro, c'est que déjà, elle ne cible que Maduro. On l'a bien compris, il n'y a pas eu de changement de régime à Caracas, hein. Tout le monde est resté à sa place. Tout le monde, d'après ce que dit Trump encore à Davos, mais tout le monde collabore avec nous sans aucun problème. On a trouvé des terrains d'entente. They are very clever people, il a dit, je crois, hein, quelque chose comme ça. Hein, c'est des types qui sont intelligents, ils ont compris où étaient leurs intérêts. Alors, il y a un doute sur leurs intérêts. C'est les intérêts du gouvernement vénézuélien ou c'est les intérêts du peuple vénézuélien? C'est très subtil, comme d'habitude. Et donc là, l'armée américaine a été obligée de monter une opération qui correspond, enfin les forces armées américaines, pas que, d'ailleurs il n'y a quasiment pas d'US Army engagé, les forces armées américaines ont monté une opération qui correspond aussi à la capacité qu'elles ont aujourd'hui de mener des opérations similaires à celles qui avaient été menées avec Noriega, enfin contre Noriega en 1989. C'est-à-dire que notamment le corps des Marines des États-Unis, ça fait depuis 2022 qu'il est en restructuration dans ce que les Américains appellent Force Design 2030, où l'objectif c'est que le corps des Marines se soit allégé pour avoir des capacités de projection très loin sur les atolls du Pacifique que leurs aînés ont reconquis contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on l'a amputé de tous ses moyens lourds, blindés, enfin chars et artillerie lourde. Et là, aujourd'hui, on se dit, pour relancer des opérations que moi je qualifie d'opérations de canonnières de la politique américaine dans les Caraïbes, comme celles qu'ils opéraient déjà dans l'entre-deux-guerres, les Marines sont moins de moyens à leur disposition. Ça fait d'ailleurs l'objet de plein de débats entre les anciens chefs du corps, le nouveau aujourd'hui, etc. Bon, bref. Et donc, on voit que Trump s'adapte à ces choses-là, a monté une opération extrêmement simple au départ, avec des moyens par contre qui sont sophistiqués, pour ne cibler qu'une seule personne. Il n'y a pas de boots on the ground, il n'y a pas des milliers de morts. Alors il y a eu une centaine de morts. Tout le monde dira bien évidemment que c'est trop, mais bon, vu qu'il y en a une partie, déjà c'est pas des Vénézuéliens, c'était des Cubains, ça minore un petit peu le problème, aux yeux en tout cas du grand public. Et puis on a extrait Maduro, et puis voilà, on a envoyé un message à toute l'Amérique latine, hein, parce que je pense que tout le monde a bien compris, en Colombie, probablement même à la Havane, qu'il allait falloir maintenant trouver des terrains d'entente sur le plan diplomatique et économique avec les États-Unis, ou alors on s'exposait non plus à des opérations de changement de régime, donc soit comme Noriega, soit pire encore,
comme celle qu'on a connue dans les années 70 avec le coup d'État terrifiant contre Salvador Allende et puis bien sûr ce qui s'est mis en place derrière avec l'opération Condor. Là, on comprend que les États-Unis veulent recréer leur précaré dans ces zones, mais plus avec les mêmes moyens et plus avec les mêmes méthodes. C'est-à-dire que là, c'est plus la School of Americas avec les anciens nazis recyclés qui apprennent à distribuer des gifles aux gens qui veulent nationaliser, aux péronistes, aux Chiliens, etc. Là, on est sur d'autres moyens qui correspondent à la personnalité et la vision de Donald Trump. Donc voilà, et surtout, le but, comme le disait David, c'est aussi d'envoyer un message aux Chinois qui ont investi en Amérique latine. Personne ne se rend compte. Ils ont un port au Pérou. Là, ils ont investi des moyens colossaux pour pouvoir rapatrier les matières premières dont leurs entreprises participent à l'extraction. C'est un message qui est envoyé à Pékin pour dire, voilà, nous on a notre précaré, il est là, on va bientôt vous foutre la paix sur le vôtre. Donc, comprenez que maintenant, on va pas se lancer dans une guerre contre vous, on y reviendra parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais là, sur notre précaré, laissez-nous tranquilles. Et avant qu'on s'étende ailleurs sur le monde, l'un des traités de paix auxquels les États-Unis ont participé ailleurs au cours de l'année 2025 en République démocratique du Congo va aussi dans le même sens. C'était pour rappeler aux Chinois qui sont les premiers extracteurs des richesses de la République démocratique du Congo que les États-Unis allaient revenir dans la région et qu'ils allaient pas revenir par la porte du Rwanda, mais qu'ils allaient revenir en RDC directement. Voilà, j'en ai terminé. Non, mais c'est très intéressant. Et avant de passer la parole à David, là, juste maintenant, on peut rappeler que le continent sud-américain, de manière générale, est le deuxième continent derrière l'Asie, bien entendu, où il y a le plus d'investissements chinois. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud. Ah oui. Je peux montrer l'importance stratégique. David, on va justement parler du dossier caribéen. Alors, je ne sais pas si tu avais une carte là-dessus, on va pouvoir la charger, mais juste en préambule pour te lancer là-dessus, c'est vrai que je suis très fier de faire cette émission avec toi et Jonathan et Pierre-Yves, parce que tu es l'une des premières personnes qui avait annoncé que les États-Unis allaient s'occuper prioritairement du bassin caribéen de manière générale. Dans lequel, pour ces différentes raisons, je ne sais pas si tu as une carte que tu veux montrer à l'écran. La carte sur les Caraïbes, je l'ai pas envoyée aux techniciens parce que ça fait déjà on peut la retrouver. Ça fait déjà 2-3 fois que j'en ai déjà parlé. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas besoin de montrer de carte, pas encore. Mais je vais réagir en deux temps. Je vais revenir sur un propos de Sylvain, comme quoi c'est vrai que les États-Unis, ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait des manifestations, y compris en Californie, y compris dans certains groupes de gauche, de milices de gauche. Il y en a aussi aux États-Unis. Elles sont minoritaires, mais elles existent. Ça partait dans tous les sens. On sentait une fragmentation venir aux États-Unis. Et là-dessus, Trump a voulu se poser en fédéralisateur. Là-dessus, je rejoins Sylvain. Cependant, aujourd'hui, sa cote de popularité, elle est à un peu moins de 40%. Donc, ça ne marche pas comme il veut. Là, dernièrement, on a revu beaucoup de manifestations anti-ICE, c'est-à-dire vous savez, cette police anti-immigration. On a vu aussi, et moi j'ai vu passer ça sur les réseaux, vous savez, Black Lives Matter, ou d'autres milices de séparatistes noirs. On a des groupes de séparatistes noirs aux États-Unis. On les a vus flingue en main. Il y avait déjà les Néo-Black Panthers, il y a quelques années, qui avaient dit, nous, on réclame un ethno-state aux États-Unis, un peu sur le modèle du Libéria, mais aux États-Unis. Donc là-dessus, c'est vrai que Trump, avec sa cote de popularité, les phrases qu'on va dire, c'est un peu too much quand même de la police anti-immigration. On a vu les scandales dernièrement, tout ça. Les manifestations anti-Trump, moi j'ai l'impression que son soutien s'effrite un petit peu. Le sécessionnisme ou le néo-sécessionnisme n'est pas encore tout à fait éteint. Alors du coup, vu que le soutien interne, il est en train, pour moi, dans mon analyse, un peu de s'effriter, on a besoin d'un ciment unificateur, et ça passe par
un ennemi extérieur. Alors le Venezuela, du coup, il l'a relancé. Pourquoi? Parce que c'était dans un de ses arguments de campagne à Trump, la guerre contre la drogue, le fentanyl, tout ça. Et là, en fait, c'est vrai qu'on entendait beaucoup, oui, il y a des go fast en mer des Caraïbes. Du coup, il a réutilisé ça en guerre contre la drogue et ça passait par le Venezuela. Le Venezuela, c'est vrai qu'on parle beaucoup de son pétrole, mais on en a vu, Thierry Messant en a parlé, il y en a d'autres qui en ont parlé. Le pétrole au sud du Venezuela, c'est un pétrole qui est très lourd, qui est très visqueux, qui est difficile à raffiner. Et faut savoir que ce pétrole-là était même surnommé la merde du diable par le fondateur de l'OPEP, ce qui était un Vénézuélien qui s'appelait Juan Pablo Pérez Alfonso. Et quand Trump il dit oui, voilà, on va prendre ce pétrole-là du Venezuela, après sa déclaration, on a eu un PDG d'une des 7 sœurs, vous savez, ces grandes sociétés pétrolières américaines, qui a dit ça va être assez compliqué parce qu'il faut mettre un raffinage en place assez compliqué. Et on a estimé que pour mettre en place ce raffinage-là de ce pétrole extra lourd au sud du Venezuela, l'estimation, ça serait entre 50 à 100 milliards de dollars. Autrement dit, ça prendrait des années et ça serait pas rentable. Mais c'est aussi pour dire les intérêts chinois, les intérêts russes, vous n'avez rien à faire là. C'est chez nous ici. Vous n'avez rien à faire ici. Retournez en Europe, retournez en Asie. Je veux à nouveau marquer mon territoire. Et on l'avait dit, avec Jonathan Alperi, on avait dit, verrez, il va dire quelque chose sur Cuba. Et bien justement, après le Venezuela, c'était un coup de semonce, c'était un avertissement. Il a dit, oui, vous avez vu, Cuba, c'est pas loin de s'effondrer, etc. Dites, n'oubliez pas, Cuba, il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis de 1898 à 1904, si je dis pas de bêtises. Après, c'est devenu américain. Et on le voit même dans le film Le Parrain, tout ça, que c'était devenu vraiment une place pour les mafieux. Puis après, on a eu la révolution communiste avec Che Guevara, avec Fidel Castro, etc. Les Américains, ça leur est resté en travers de la gorge. Et ils voudraient bien récupérer ça, surtout Cuba. Je rappelle, c'est un pays communiste à 150 km de la côte sud de la Floride. Oui, justement, Sylvain, sur le dossier cubain et les révoltes communistes, c'est vrai qu'on a entendu Trump, alors bluff, annonce, à qui ça s'adresse de nouveau, il y a plusieurs tableaux et plusieurs niveaux, un billard à plusieurs bandes, c'est pas nous qu'on va le faire et aux gens qui suivent nos différentes chaînes. Par contre, Sylvain, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie envie de l'administration américaine via Trump et Trump lui-même de gentiment normaliser la situation d'État latino-américain au sens large, de manière il faut les réaligner. Il faut les réaligner sur un axe où, comme il l'a dit, s'il traite amicalement avec nous, il dit il y aura pas de problème. Donc c'est pour ça qu'au Venezuela, il n'y a pas le côté on a cru effectivement que ça allait annoncer un changement de régime potentiel. Non, à partir du moment où le régime vénézuélien, de manière extrêmement pragmatique, ce qui reflète également les contradictions qu'il portait en lui-même entre les anciens pro-Chavez et les pro-Maduro, qui n'étaient pas forcément d'accord sur les mêmes choses, les uns ayant probablement facilité la trahison de Maduro lui-même. On voit bien que les types sont tout à fait pragmatiques et capables de s'entendre avec les Américains tout en conservant le décorum bolivarien. Ça va pas poser de problème. Trump s'en fout finalement du décor. Alors effectivement, il a ressorti dans ses discours et son administration a emboîté le pas avec une facilité, et Fox News aussi, sur les méchants cocos, on leur a réglé leur compte et compagnie. Enfin bon, bref, on va faire pareil à Cuba. Ça fait partie, comme l'expliquait David, de cette petite épine depuis 1959-60 dans la gorge des Américains que Fidel Castro avait enfoncé bien gentiment, pour lequel les Américains avaient fait preuve d'une imbécilité et d'un raidissement
stupide, puisque même si le Che était un révolutionnaire de gauche convaincu, l'élève des jésuites qui était Fidel Castro ne l'était pas du tout. Et ce qu'il demandait, c'était simplement, comme Mossadegh quelques années avant, c'était la nationalisation des moyens de production pour que le peuple cubain ait quand même le droit à quelque chose. Il voulait pas faire la révolution marxiste-léniniste. C'est les Américains, par leur raidissement, qui l'ont poussé dans les bras de Moscou, faut pas l'oublier. Donc là, comme l'a dit David, le but c'est de remettre un coup de politique intérieure aussi, c'est-à-dire là, David expliquait qu'avant l'opération contre Maduro, il était un peu en dessous de 40%, et juste après, il était remonté jusqu'à 42-43% en fonction des instituts de sondage. Parce que, oui, là, les gens, du coup, on ressort la rhétorique de la guerre froide, les régimes communistes, la lutte contre la drogue, alors que tous les observateurs savent bien que le Venezuela joue un rôle très, 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 très secondaire par rapport au trafic de drogue vers les États-Unis. Nous, Français, on aurait peut-être d'autres choses à dire par rapport à la cocaïne qui vient jusque sur les rivages de l'Europe. Mais que le vrai problème pour les Américains, c'est la Chine pour les matières premières du fentanyl et le Mexique pour leur exportation de du Rio Grande. Et donc là, on a ce prétexte. Je sais pas quel prétexte ils trouveront pour Cuba, parce que je pense qu'ils vont d'abord, comme ils l'avaient fait avec Maduro, tenter de négocier avec la direction cubaine. On verra s'ils acceptent ou non. Là aussi, où j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que cette opération contre Maduro, elle porte aussi tous les traits des opérations de Trump depuis son premier mandat, que moi je qualifie de show de la WWE, puisque Donald Trump est un grand fan de catch, qu'il a participé lui-même dans sa première vie d'entrepreneur à des spectacles de cette institution. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de show, beaucoup de bruit, mais que, comme il l'avait fait avec Midnight Hammer l'année dernière avec l'Iran, comme il l'avait fait pendant son premier mandat en frappant la Syrie, mais avant en appelant les Russes pour leur dire ça va être là, à telle heure, à tel endroit, que je vais taper, évacuer la base pour pas qu'il y ait de dégâts. Il y a beaucoup de spectacles. Et moi, je le vois aux États-Unis, les gens ont été très réceptifs. Et du coup, effectivement, par rapport au problème de politique intérieure, de séparatisme de gauche, ça c'est très intéressant, ce que rappelle David, parce que moi, qui suis un fou de guerre de sécession, le président Lincoln, il appartenait bien officiellement au même camp, il en était même le fondateur, entre guillemets, que Donald Trump, c'était un républicain. Mais moi, j'ai toujours appris que c'était bien d'avoir envoyé l'armée fédérale en Virginie pour mater ces méchants esclavagistes. Alors pourquoi, quand Donald Trump fait la même chose pour remettre de l'ordre à Minneapolis, à Los Angeles, là, d'un seul coup, c'est pas bien. J'ai du mal à comprendre les observateurs de pacotille, qui sont un peu les mêmes que ceux qu'on a vus sur l'Ukraine, nous dire, tiens, alors c'est comme les néo-nazis, il y a les bons républicains américains version Abraham Lincoln qui ont déclenché une guerre qui a fait 750 000 morts. Et puis derrière, il y a les méchants républicains comme Donald Trump qui veulent rétablir l'Union. Parce que ce dont parle David, c'est de rétablir l'Union américaine. Alors là, il n'y a pas de sécession encore. Et ce qui est intéressant aussi, avant que Biden soit battu, c'est qu'on avait un double risque de sécession qui est différent donc de celui de 1860. C'est-à-dire qu'il y avait celui qu'a rappelé David avec Black Lives Matter, etc. Mais il y avait aussi la sécession plutôt de droite, avec un État comme le Texas qui disait avec ce qui se passe à ma frontière, et puis mon statut de république et donc de pays dont on a du mal aux États-Unis. Il y a encore des juristes qui disent le Texas, non, c'est pas comme les autres États américains, c'est un pays qui a rallié les États-Unis. Il aurait peut-être encore voix au chapitre pour une idée d'être un pays qui peut quitter l'Union et non pas un État qui quitterait l'Union. Je rappelle qu'il y a eu des cas jusque dans les années 70 à la Cour suprême des États-Unis pour étudier cette question. Et on a vu d'autres États porter secours au Texas, et notamment des États du Midwest, l'Oklahoma, des gouverneurs où dans ces États-là, d'habitude, on est plutôt pondéré, qui eux aussi disaient si on règle pas le problème à la frontière, nous aussi on fera sécession. Donc voilà dans quel marasme se trouvait le pays quand Donald Trump a repris le pouvoir l'année dernière. Oui, justement, on va parler de ce sujet tout de suite, puisque vous l'avez évoqué, donc ce sujet de la politique intérieure des États-Unis. On a la chance d'avoir David avec nous, qui a écrit justement un livre
parmi les livres références dans la francophonie sur ce sujet. Je rappelle, pour ceux qui seraient intéressés par rapport à ce qu'a dit Sylvain, c'est qu'effectivement, Donald Trump est un grand ami historiquement du fondateur, enfin pas du fondateur, mais de l'ancien président de la WWE, Vince McMahon. Et donc, si vous voulez vous prendre une bonne barre de rire pendant 5 minutes, c'est pas une activité intellectuelle, je vous l'accorde. Allez voir WrestleMania 23 en 2007, la bataille des milliardaires, The Battle of the Billionaires, entre Vince McMahon et Donald Trump. Si vous voulez voir le futur président des États-Unis sur un ring de catch, ça vaut la peine. Avec donc les bons, vous retrouverez des noms très connus du catch américain comme Bobby Lashley ou Maga et autres. Enfin bref, voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même une société très différente de chez nous, quoique peut-être qu'un jour on verra Macron sur un ring de boxe contre Vladimir Poutine sur un tatami, on ne sait jamais, ça peut arriver. L'espoir fait vivre. Donc revenons aux choses sérieuses, revenons à l'analyse. David, justement sur cette réponse intérieure, on le sait que c'était l'un des grands enjeux de la présidentielle 2024 aux États-Unis, et Trump a commencé à y répondre. Quels sont les derniers éléments qu'on peut analyser en réponse avec à la fois l'activité extérieure, mais surtout l'activité de police et de maintien de l'ordre à l'intérieur du pays? Comment évoluent les choses d'après les dernières analyses que tu as pu faire au niveau de la sécession ou la non-sécession de l'Union, comme l'a dit c'est très bien Sylvain, américaine? En fait, pour qu'il y ait une sécession, il faut qu'il y ait vraiment plusieurs facteurs convergents. Il va pas y avoir tout de suite une sécession. Ça sera plutôt à moyen terme, je pense. Sauf s'il y a un gros événement déclencheur, style nouvelle méga crise de 2008-2009, comme Pierre Jovanovic, qui est un véritable, pour moi, maître à penser. Lui, il devrait faire vraiment un bon enseignant, qui l'annonce. Je pense que ça peut être quelque chose comme ça. Le Texas, effectivement, représente une masse critique qui aurait toutes les chances d'une sécession réussie, puisqu'il dispose d'une très bonne interface maritime sur les Caraïbes. Il a une frontière avec le Mexique, au-delà des problèmes sécuritaires, d'immigration et de drogue, c'est aussi une frontière où, c'est-à-dire on peut faire du commerce. On a énormément de ressources de pétrole. Ils sont très bien organisés. Les Texans sont patriotes. Ils se sentent américains, mais se sentent texans. Il faut le dire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une identité texane. Et c'est surtout que s'il y avait même sécession, par effet de gravité, j'oserais dire, ça entraînerait les États suiveurs autour, c'est-à-dire l'Arkansas, le Tennessee, la Géorgie, et qui pourraient se joindre et là arriver à une masse critique opposée à l'État de l'Union. Alors bon, au niveau de, je vais vous donner une anecdote. Là, pendant les vacances de Noël, j'avais un ami américain là qui est avocat à Manhattan, et c'est lui qui traite notamment des dossiers d'immigration. Et là, il me dit, mais la police anti-immigration fait tellement de zèle. Il me dit, je n'ai plus de dossier. Je n'ai plus de dossier à traiter. Il me dit, je suis un avocat spécialisé dans l'immigration. Il me dit, j'ai plus de dossier à traiter. Il me dit, renvoie tout le monde. Donc, il me dit, j'ai plus rien à défendre et je vais devoir trouver un autre domaine juridique pour développer mon activité. Autre point, sur la sécession. Est-ce qu'une sécession est légale ou non? Comme disait Sylvain, en termes de droit juridique, etc. Alors, comme vous savez, le droit, c'est plus vraiment une référence, parce que le droit, par définition, c'est soumis à interprétation. Si vous prenez, on va dire un côté progressiste, un côté démocrate, je simplifie. Ils vont vous dire non, la sécession, c'est pas possible. Mais à droite, on va vous dire si c'est possible. Si vous allez par exemple sur le site, c'est thenationalconservative.com, eux ils vous disent si c'est possible qu'il y ait une sécession. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis eux-mêmes sont nés de la sécession. Et je vais arrêter parce que Sylvain je vais répondre après. Sylvain, vas-y, Sylvain. Non, mais je voulais juste que tu soulignes que les démocrates aujourd'hui disent que la sécession n'est pas possible. C'est eux qui l'ont initié en 1860. Hein. C'est là aussi que c'est très drôle, très ironique de voir comment les partis ont inversé leur position autour du sujet. Oui, C'était juste ça. Et du coup, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain, le fait que pour éviter un peu cette fragmentation interne,
on cherche un peu un ennemi extérieur. De toute façon, si on revient sur les Caraïbes, le Venezuela, tout ça, vous savez, vous avez une brillante historienne belge qui maintenant est une dame très âgée, mais que j'ai déjà rencontrée. Elle s'appelle Anne Morelli. Et c'est elle notamment. Michel Colomb travaille avec elle, et c'est lui, vous savez, les médias mensonges, les principes de la propagande de guerre. En fait, il travaille avec elle et il a réussi, avec son travail, à populariser ses propos. Et Anne Morelli, donc un jour, moi je la fais venir dans une école, je la fais rencontrer à des élèves, et puis j'ai une élève, elle dit mais Madame Morelli, pourquoi il y a autant de guerres sur Terre? Et là elle a dit, écoute bien, depuis l'Antiquité, les guerres sur Terre n'ont que 2 raisons: agrandir son territoire et avoir plus de ressources, autrement dit d'argent. Point barre, ni plus ni moins, ça s'arrête là. Et c'est exactement, si on regarde les agissements de Trump, c'est exactement ce qu'il veut faire en Amérique du Nord. Voilà. Mais regardez là, est-ce que peut-être le technicien il pourrait nous mettre la carte que j'ai mis là, c'est une carte, on voit en rouge l'Amérique du Nord, c'est Technate of America. Voilà, elle est affichée. Alors ça, c'est une carte, c'est vrai que on la voyait pas passer, et puis elle a ressurgi comme ça sur les réseaux. Alors c'est une carte qui vient d'un parti politique américain des années 30, où dans les années 30, c'est l'expansionnisme qui est assez en vogue. On a encore les pays européens qui ont des colonies, les expositions coloniales à Paris, etc. Le nazisme qui arrive, son fameux espace vital. Et là, si on regarde bien, a.k.a. les heures les plus sombres de notre histoire. Quoi? A.k.a. les heures les plus sombres de notre histoire. Comme ça, on remet le contexte. Ouais, ça résume. Voilà. Et du coup, si on regarde bien, c'est intéressant parce que Trump, il parlait d'annexer le Canada. Il parle du Groenland, on va revenir dessus après, le Mexique, on voit Cuba, on voit comme par hasard le Venezuela, le Panama, ça se recoupe. Nos analyses sont bonnes, ça se recoupe. Alors c'est vrai que c'est ressorti sur les réseaux, comme ça, et là, ça ressort pile au bon moment. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, vous savez, on vous parle toujours de la doctrine géopolitique du Heartland, soi-disant là où il y a le plus de ressources sur Terre, c'est-à-dire Sibérie, Asie centrale, etc. Et voilà, cette doctrine-là de Halford de Mackinder, qui a été reprise par des géopolitologues britanniques et américains, qui contrôlent le Heartland, contrôlent l'île monde, et du coup contrôlent la planète. Bon, je l'avais déjà dit, mais j'ai pas l'impression que ce soit Poutine ou le président chinois qui contrôle la planète. Mais bref, la vérité c'est que si on faisait vraiment un travail de fond, et c'est un de mes prochains travaux, si on faisait vraiment un travail de fond, un inventaire, si j'ose dire, c'est un peu mal dit, mais vous me comprenez, si on faisait un inventaire des ressources en eau douce, des métaux précieux, des ressources énergétiques, des métaux, des terres rares, etc., la vérité, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul Heartland sur Terre. Il y en a un deuxième, il y a un deuxième Heartland, un Heartland bis, son alter ego qui se trouve en Amérique du Nord. Et là, on le voit sur cette carte-là. Je prends un exemple. Par exemple, Trump, il a dit oui, vous allez voir, on va s'occuper aussi du Mexique. Voilà, ça fait longtemps avec les cartels de la drogue. La drogue, bon, c'est un argument de campagne, mais c'est un prétexte. Et justement, il y a une étude du réseau pour la justice des ressources qui a été publiée le 28 novembre 2024 et qui nous apprend que le secteur minier mexicain, il est très opaque. Alors pendant longtemps, on apprend en lisant cette étude-là que les infos du ministère des Mines au Mexique, elles n'étaient pas du tout accessibles au public, mais que c'était surtout que l'État mexicain était propriétaire des ressources du sol et qui ne s'occupait pas du tout du droit des propriétaires mexicains. C'est seulement depuis 2015 qu'on a accès aux cartes minières du Mexique. Avant ça, c'était le ministère mexicain des Mines qui vendait les données. Il faut savoir qu'une carte d'une zone minière au Mexique, elle pouvait atteindre 1 million de pesos. Donc c'était, je regarde mes notes, 47 000 euros. Pour y accéder, un Mexicain, il devait payer 7 millions de pesos, soit 325 000 euros. Mais c'est complètement surréaliste. Autrement dit, on a un moyen pour l'État mexicain de garder jalousement toute exploitation de ces précieuses ressources. Peut-être qu'il se disait, tiens, on voit peut-être aussi les Américains qui pourraient lorgner là-dessus. Le dernier recensement
de 2024 dénombre 857 mines en activité au Mexique. En 2016, j'ai bien vérifié l'info, le Mexique était le premier producteur mondial d'argent. D'accord? Donc, quand on vous dit, avec Jonathan, il y a un an, que Trump était en train de pousser ses intérêts vers le sud, et Anne Morelli qui nous dit, une des raisons des guerres, c'est les ressources, ben là, on l'a. Et d'ailleurs, en anecdote, selon le gouvernement mexicain en 2016, il disait que, je crois que c'était, on va dire 30%, seulement 30% de son sol, de son territoire avait été exploré. Donc, vous allez voir qu'il y a aussi là-bas quelques revenus à se faire, et que c'est pour ça que Trump il va reparler du Mexique prochainement. C'est pas pour rien. Sylvain, maintenant qu'on a la carte on a la carte à l'écran, on la laisse. Juste avant qu'on change de sujet, justement, un petit mot justement sur cette carte et sur ce Heartland bis qui est décrit par David. Alors il y a deux choses. Bon, d'abord, oui, effectivement, en termes d'accès à des matières premières essentielles aujourd'hui et comme vient de le dire David, allez consulter les cours de l'argent ces dernières semaines, vous allez comprendre pourquoi c'est extrêmement stratégique et que c'est peut-être aussi important, peut-être plus que l'or. Bon, et puisque Nicolas, tu évoquais les heures les plus sombres, que se passait-il aux États-Unis au début des années 30, au moment où cette carte sort? Comme l'a si bien sorti le général héros du corps des Marines, Smedley Butler, on a eu une tentative de coup d'État fascistoïde, on peut dire, contre Franklin Roosevelt, avec l'idée de créer un État très fort, abolissant une partie des libertés publiques aux États-Unis sur un modèle, on va dire, proto-fasciste, à peu près au même moment où cette carte est sortie. Et puisque vous le savez, moi je suis un spécialiste de la chose militaire, à l'époque, on avait du côté américain des plans de bataille, notamment pour l'US Navy, dont le fameux plan Orange qui sera quasiment mis en place, exécuté à la lettre à partir de 1942 contre le Japon. Mais on a aussi un plan d'opération contre la Grande-Bretagne pour pouvoir saisir le Canada, qui est une possession britannique. Et je le rappelle, puisque là, on est entré depuis l'année dernière dans les 250 ans de la naissance des États-Unis et de la guerre d'indépendance. En 1775, à la fin de l'année 1775, qu'ont fait les insurgés américains de George Washington? Ils ont tenté de prendre Québec pour s'emparer de la belle province qui venait d'être anglicisée depuis à peine une quinzaine d'années et la défaite française pendant la guerre de 7 ans. Donc l'idée que les Américains veulent mettre la main sur le Canada, elle remonte à avant même la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc faut voir que c'est du temps très long à l'échelle de l'histoire des États-Unis et que se passe-t-il ces dernières semaines, ces derniers jours? Que se passe-t-il en Alberta? Avec cette histoire de pétition de citoyens qui disent qu'ils veulent rallier les États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est cousu de fil blanc. C'est l'État le plus conservateur de la Fédération canadienne et les types font des queues devant je sais pas quel type de bureau, j'ai pas compris exactement où ça se trouvait, mais en tout cas, ils font la queue pour signer des pétitions pour dire on veut faire sécession à notre tour. Donc, on a tout qui se met en place. Alors, moi, j'ai pas de visibilité. Pourtant, j'ai des amis qui font le pont entre le Mexique et la France, mais on n'a pas encore bien décelé comment allait s'y prendre Trump à l'égard du Mexique par rapport aux problématiques que rappelait David. Mais c'est évident que là, on va se rapprocher, alors pas forcément territorialement de cette carte-là, mais de la réalité du contrôle des États-Unis sur cet espace-là, ça fait aucun doute. Et justement, on va enlever cette carte, on va partir à la prochaine. Elle était très intéressante. Merci David. T'en as d'autres à nous montrer. Justement, Sylvain. Oui, celle du Canada, on pourrait l'afficher là peut-être. Celle du Canada, on pourrait peut-être l'afficher. Ben justement, c'était le prochain dossier que je voulais ouvrir. Voilà. Puisque, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous parlez de ça, Sylvain, j'étais moi-même en Alberta en 2025. Je suis passé par l'Alberta et effectivement, de mon point de vue de touriste citoyen, c'est vrai que l'Alberta vit comme un État du Midwest ou des grandes plaines américaines. Ça, au niveau de la population, c'est des trucks, c'est des Hummers, ils mangent la même chose, etc. C'est juste, c'est pas exactement les mêmes lois, mais grosso modo, il y aurait pas de gros problèmes au niveau culturel, en tout cas au niveau des populations, comment ils vivent. Donc, je rejoins tout à fait. Donc, vous avez chers spectateurs, à l'image, une carte du Canada et des ressources du Canada. Alors, on fera un passage par Sylvain juste après.
David, est-ce que tu peux nous commenter de manière assez courte, parce qu'après on va donner la parole à David sur ce sujet des territoires du Nord, donc Canada puis Groenland, donc Sylvain va pouvoir se préparer. David, est-ce que tu peux nous commenter rapidement en quelques minutes la carte ? Alors, cette carte-là, donc je l'avais publiée il y a maintenant quelques années, mais qui est toujours aussi valide sur diploweb.com. Vous allez sur diploweb.com, vous tapez mon nom sur Google et vous la trouvez. Elle est toujours aussi pertinente. Ce que vous avez là, donc la carte du Canada est découpée en deux. Au sud, vous voyez de cette grande limite interne en pointillé, ce qu'on appelle les provinces. Au nord, ce sont les territoires. Plus les provinces sont en rouge, plus elles sont riches. Au nord, en gris, c'est-à-dire ce sont de grands espaces sauvages à perte de vue, c'est très pauvre. Donc ce que vous avez là, en fait, les différents signes, les flammes bleues, forcément c'est le gaz. Les taches, on va dire, de petits points, c'est là où il y a le pétrole. Les grands traits gris, les grands tracés gris, les grands linéaires gris, ce sont les autoroutes de l'énergie. Là où vous avez gazoduc, oléoduc. Là vous avez les grands points noirs, gris et jaunes, ce sont les gisements d'or, les gisements de métaux industriels. Là on peut pas afficher la légende, parce que si on affiche la légende, on voit mal la carte, mais ouvrez un onglet, je dis aux spectateurs, mettez à côté, vous aurez la légende pour bien lire la carte. Donc, effectivement, merci Sylvain de dire l'Alberta. Justement, si on regarde là où il y aurait le plus de ressources naturelles au Canada, c'est dans l'Alberta et du côté de l'Ontario. Et il y a quelques années, vous pouvez le retrouver, je pense, sur YouTube, il y avait un documentaire et qui s'appelait, je crois, État des Unis du Canada, où justement on avait des sécessionnistes du Canada. Alors, comme Sylvain l'a bien dit, on avait la carte avant Technate of America, ça veut pas forcément dire que Trump va s'emparer, annexer territorialement, c'est-à-dire planter le drapeau américain partout. Ça peut être juste un contrôle économique, un contrôle de certains pans économiques, de certains domaines économiques. Mais on peut très bien connaître Trump, il peut très bien souffler sur les braises, de dire regardez, en Alberta ils veulent se séparer, venez vers nous, on vous accueillera les mains ouvertes. Bon, si on regarde bien maintenant, on va vers les territoires du Nord, donc on a l'Alaska tout au nord-ouest de la carte et le Groenland. Les trois grandes flèches que vous avez, en fait, ça montre une poussée des intérêts du Canada. Je parle pas des États-Unis, mais bien du Canada. On a bien une ambition géopolitique du Canada qui pousse ses intérêts vers le nord. Avec la fonte des glaces, on y croit pas. En tout cas, la banquise se réduit. On a des brise-glaces, etc. Donc là, ce que vous avez, le grand trait qu'on a là, c'est le passage maritime du nord-ouest. Et comme j'ai dit, 70 à 80% du commerce mondial passe par la mer. Donc ce que Trump y veut, si la moitié, on va dire grosso modo, de l'espace maritime du pôle Nord est contrôlé par la Russie, il ne veut pas que la Russie capte une trop grande partie du commerce mondial. Lui, il dit non, moi, je ne veux pas surtout être le numéro 2. Il faut qu'on soit au moins à égalité. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est contrôler aussi le passage du Nord-Ouest. Et si on regarde bien, le Canada vers l'Ouest, le Groenland là à l'Est, il y en a plus qu'un entre les deux, c'est le Canada. Voilà, je veux dire, c'est clair et net. Alors, est-ce que Trump ira jusqu'à revendiquer l'Islande ? Je ne sais pas, mais il ferait une petite phrase là-dessus, une petite déclaration un peu brutale en mode Trump, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas que Trump qui a une ambition géopolitique vers le pôle Nord. Le Canada, c'est déjà le cas. Et si vous lisez des documents officiels de doctrine militaire de l'armée canadienne, c'est dedans. Pour faire cette carte-là, moi, j'ai dû beaucoup me renseigner sur les objectifs de l'armée canadienne, c'est dedans. Ils ont un intérêt vers le pôle Nord, clairement. Donc ça, là-dessus, le Canada et les États-Unis chassent le même gibier. On va dire ça comme ça. Justement, Sylvain, on va garder cette carte à l'écran, justement sur ce dossier du Nord, parce qu'on a déjà traité le dossier du Sud, Caraïbes, Amérique latine. Sur ce dossier du Nord, donc
le Groenland, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a le dossier canadien, on souffle le chaud et le froid, etc., les trucs internes. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau doctrine militaire et au niveau diplomatique en plus, on voit là très bien les ressources et les différents passages sur cet aspect Canada et poussé vers l'Arctique. Alors au niveau militaire, exactement comme pour l'armée canadienne, l'US Army a remis le couvert sur toutes les problématiques de formation, d'instruction, d'unités d'élite dans une zone de froid extrême, c'est le terme qui est employé pour convenir, parce que nous on appellerait ça des troupes de montagne, mais enfin là c'est pas forcément un paysage montagneux, mais c'est un environnement de froid extrême. Donc ils ont mis en place, notamment pour l'US Army, tout un tas de choses pour remettre, on va pas dire au premier plan, mais enfin remettre l'accent sur ce genre d'unité pour opérer dans ces secteurs-là, parce qu'ils ont identifié ça, et ça remonte à avant 2022, la guerre en Ukraine, comme étant une priorité justement pour le contrôle à la fois, bien sûr, la garantie de sécurité sur l'Alaska, et puis l'éventuel contrôle d'autres zones contestées, avec ce que vient de rappeler David, le fait qu'aujourd'hui, l'acteur majeur de ces routes, de ces nouvelles routes de commerce de demain, c'est la Russie, et que dans la doctrine américaine, jusqu'à il y a peu, c'était l'un des deux adversaires identifiés comme étant les adversaires principaux. Alors maintenant, avec le National Security Strategy, ça a un peu changé, parce que faute de moyens, on est obligé de dire non, finalement le seul vrai adversaire potentiel c'est la Chine, et qu'avec Moscou on va essayer de trouver un modus vivendi pacifié, mais néanmoins voilà, il faut encore une fois, avec le Groenland, c'est comme ce qu'on a dit avec les Caraïbes, c'est-à-dire que même si on nous explique des problématiques qui sont pas techniquement les mêmes, mais qui engagent les frais à peu près à la même hauteur, voire peut-être plus, pour l'extraction des ressources du Groenland que ce que disait David sur l'extraction du pétrole lourd vénézuélien, le but, c'est d'abord d'empêcher les Chinois de mettre la main dessus. Voilà, c'est avant de commencer à savoir si on va pouvoir les exploiter, c'est de s'assurer que les Chinois n'auront pas, eux, la possibilité d'y accéder à la place des États-Unis. Parce qu'il faut bien comprendre, et je vais me permettre d'introduire une des plus grandes problématiques méconnues autour des forces armées américaines, parce que la puissance d'un État, c'est beaucoup de choses, mais il y a quand même un facteur qui reste toujours le même, comme disait David tout à l'heure, on fait la guerre pour assurer une hégémonie ou pour aller chercher une hégémonie territoriale ou pour aller chercher des richesses. Donc dans tous les cas, pour mener ça, il faut une armée. Et le problème des États-Unis, c'est qu'en ayant complètement mis de côté la guerre de haute intensité depuis qu'ils se sont lancés dans la guerre contre le terrorisme, se sont placés non pas simplement dans une position de faiblesse intrinsèque, mais se sont pire placés dans une situation de dépendance militaire à l'égard de Pékin. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose qui est inédit dans l'histoire. C'est comme si l'armée romaine avait dépendu, je sais pas moi, de ses rapports économiques avec les barbares au-delà des limès pour pouvoir fabriquer ses boucliers et ses glaives. On est à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça c'est Xavier Moreau qui a été le premier à en parler, toutes les entreprises du complexe militaro-industriel, que ce soit les Big Five, héritiers de la Seconde Guerre mondiale, ou les entreprises comme RTX, Raytheon et compagnie qui gèrent les nouvelles technologies, elles ont toutes des sous-traitants chinois. Elles ne peuvent pas faire seules. Donc, si vous créez une guerre demain avec Pékin, au-delà de vos stocks, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que les sous-traitants chinois, le Parti communiste leur dira, les gars, vous arrêtez de travailler pour eux et on plie les Gaules. Et le match est terminé. C'est-à-dire que les États-Unis, avec leur stock, pourraient assurer, je sais pas moi, 2-3 mois de guerre de haute intensité avec Pékin autour de Taïwan. Et puis, à un moment donné, il y aura plus de stock et il y aura plus de sous-traitants qui pourra bosser pour vous. Donc, le match est terminé avant même de commencer. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et on sait, parce qu'il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle, nous, dans notre terminologie, les war games, les jeux de simulation qui ont été menés par les forces armées américaines en cas de conflit autour de Taïwan. Le meilleur avec des grosses guillemets, la meilleure fin de scénario, c'est un sanglant match nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un scénario qui se termine par une victoire américaine. À chaque fois, les scénarios montrent que ça se terminerait au mieux
et je dis bien avec des grosses guillemets parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des centaines de milliers de morts, au mieux par un sanglant match nul. Et ensuite vient de s'ajouter, par la faute, faut le reconnaître, des déclarations tonitruantes de Donald Trump à l'égard de la Chine dès le début de son second mandat, l'année dernière. Donald Trump a commencé à dire, pour les faire plier sur plein d'autres domaines, je vais leur appliquer des tarifs douaniers extrêmement élevés. Alors, de manière complètement discrète, ça n'a pas fait la une des médias, mais pourtant ça aurait dû. Le président Xi a dit d'accord, ok, tu veux nous mettre 200% de tarifs, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je décrète l'embargo sur 5 minerais rares stratégiques qui permettent, selon l'étude de l'Institut Govini qui est parue 3 mois après que l'embargo a été décidé, donc je crois que c'est fin mai, début juin, ces 5 minerais stratégiques permettent de fabriquer 79% des matériels de l'ensemble des forces armées américaines, dont 81% des matériels de l'US Navy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque cet embargo, à l'heure où nous parlons, n'a toujours pas été levé, ça veut dire que là encore, sur les stocks de très haute technologie, donc là, par exemple, un exemple très concret, les missiles Javelin qui ont servi à arrêter certaines colonnes blindées mécanisées russes le 24 février et dans les jours suivants 2022, leur système de visée nécessite certains de ces minerais. Ça veut dire qu'une fois que vous avez gommé tout le stock de Javelin que vous avez, là c'est pareil, il y a la question des sous-traitants, plus maintenant la question de l'accès aux matières premières que sont ces minerais rares. Et donc, tant que Trump n'aura pas concédé, j'imagine, certaines choses à l'égard du président Xi, on verra ce qui va se passer en avril prochain quand ils vont se rencontrer, cet embargo est toujours en vigueur et il y a eu des conséquences immédiates sur les stocks américains, des missiles Arrows qui ont été utilisés pour défendre le ciel israélien pendant la guerre des 12 jours. C'est-à-dire qu'on a eu 15% du stock des missiles Arrows disponibles pour les forces armées américaines qui ont été tirés au profit d'Israël. Et les experts, à la fin du mois de juin 2025, nous disent c'est 15% de stock en moins, vu l'embargo qu'a décidé le président Xi, il faudra, retenez bien, 5 ans pour les ramener à 100%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si la guerre des 12 jours avait duré 1 mois, le stock était gommé et il aurait fallu probablement une décennie entière pour que l'armée américaine refasse ses stocks tant que la Chine ne lève pas cet embargo. Donc on comprend qu'aujourd'hui, il est vital pour les forces armées américaines d'accéder à toutes ces terres rares, qu'elles soient effectivement dans l'espace nord, dans l'espace caribéen, parce que sinon, ça met en danger les moyens même d'assurer la défense et la sécurité de l'espace réticulaire de l'empire thalassocratique américain. Donc on est à un moment, c'est un tournant, c'est où ça passe maintenant, où la Chine prendra une telle avance que de toute façon, les Américains ne pourront plus les rattraper. Ouais, donc c'est très intéressant. On voit justement, et vous le voyez, chers spectateurs, chers amis du Cercle Aristote, on peut enlever d'ailleurs la carte, si elle n'a déjà pas été enlevée, bien entendu. On voit très bien à quel point le lien entre l'accès aux ressources et l'armement, l'autonomie stratégique, comme l'a très bien défini Sylvain, est structurel, on va dire, et s'imbrique totalement. Et c'est ce qu'on voit également avec l'un de nos derniers dossiers de cette émission. C'est le dossier, bien entendu, du Groenland, dont on entend beaucoup parler. Le Groenland, donc, qui est une île, bien entendu, l'île la plus grande du monde, un plateau continental de 2,2 millions de kilomètres carrés, donc un peu plus de 4 fois l'espace français métropolitain, on va dire. Et on va commencer avec David. Le Groenland, non seulement, tu l'as très bien montré sur les cartes, il est situé sur les routes de l'Arctique, donc tout ce qu'on va pas redire, mais en plus de ça, c'est que le Groenland, avec les glaces qui fondent et l'amélioration des technologies, Sylvain en avait parlé, c'est un réservoir de ressources aux portes des frontières américaines, en tout cas pas très loin, moins loin que beaucoup d'autres terres, qui est absolument incroyable en termes de minerais, en termes d'hydrocarbures, et c'est l'un des endroits les moins habités, les moins denses de la planète, puisqu'il n'y a que 50
47 000 habitants sur cet espace de 2 millions de kilomètres carrés, donc vide, et qui est déjà, on viendra après avec justement avec Sylvain, où il y a déjà des bases américaines, mais le Groenland représente dans cette guerre et dans cette soif de ressources américaines un enjeu stratégique très important, David. Oui, pour ajouter en termes de chiffres, le Groenland, c'est un PIB d'à peu près 3 milliards de dollars, j'ai lu, et 44 000 kilomètres de côte. Alors Trump, pendant son premier mandat, avait déjà fait une proposition d'achat en 2019, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2019. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, nouveau mandat, il revient à la charge, et là, cette fois, il faut que ça marche. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, aujourd'hui, donc moi je lis beaucoup le New York Times. Alors l'info est parue dans la nuit, mais enfin bref, le 21 janvier 2026, là il y a le New York Times du coup qui a publié un article qui cite de hauts responsables américains qui ont assisté aux négociations à Davos, et apparemment les États-Unis ont obtenu, je cite, la souveraineté sur des terres groenlandaises pour y installer des bases. Fin de citation. Ça veut pas dire ils ont tout le Groenland, mais la souveraineté sur des terres néerlandaises, sur certaines parties du territoire. Donc, en tout cas, Sylvain pourra, sur la chose militaire, ajouter plus de détails. Ils ont déjà la base de Pituffik, qui est anciennement, je crois que le nom, c'est la base de Thulé, et qui a été créée en 51, et qui est en activité non-stop depuis 51. Donc là, à l'heure où je parle, l'accord qu'il y a eu, dont parle le New York Times, c'est de l'immédiat, là, je veux dire, c'est de l'info brute. On connaît pas encore l'accord au moment où on enregistre. Alors, c'est vrai que Trump, il dit oui, voilà, il nous faut le Groenland, il agite la menace chinoise et russe, parce que voilà, ils sont contre nous. Bon, alors, est-ce que Trump il y a des intérêts chinois au Groenland, très clairement, je vais les expliquer. Il ne ment pas, mais je vais y arriver, c'est la fin de journée, désolé, il les exagère. Alors, quels sont les intérêts chinois au Groenland? Alors, en 2018, on a le gouvernement chinois qui s'est déclaré, je cite, État proche de l'Arctique. Alors justement, on disait tout à l'heure avec Sylvain, et même toi Nicolas, donc sur les routes commerciales qui passent par le nord, la Chine a construit 3 brise-glaces face à une quarantaine russe pour promouvoir cette route de la soie polaire. Et on a même Trump, je crois, qui a dit on n'en a pas assez. Il y a quelques mois en arrière, il a dit il faut qu'on en construise, parce que sinon les Russes nous dominent dans ce domaine-là. Il faut qu'on en construise pour nous aussi bien maîtriser le passage du Nord-Ouest. Alors en 2018, vous avez l'entreprise chinoise China Communication Construction Company qui était candidate pour financer l'extension des aéroports des deux petites villes groenlandaises, Nuuk et Ilulissat. Alors il y a eu un blocage du gouvernement danois parce que là il se disait ça, ce sont des infrastructures stratégiques. Là vraiment on le sent pas, du coup on bloque, on met notre veto. Mais c'est pas nouveau que, je veux dire, la Chine elle voulait participer à l'extension de 2 aéroports au Groenland, puisque la Chine contrôle déjà en grande partie, on va dire partiellement, 14 ports européens. Ça, j'en parle dans mon prochain bouquin, notamment le port de Bilbao, Valence, je passe, j'y reviendrai plus tard, c'est pas tellement le sujet. En tout cas, il y a eu d'autres projets de rachat de chinois au Groenland, notamment miniers, et il y a eu à chaque fois des blocages danois, donc il y a eu différentes participations chinoises à des projets miniers qui ont connu des sorts assez divers, mais à chaque fois ça s'est jamais réellement concrétisé. En tout cas, tout ça alimente le discours de Trump d'une omniprésence chinoise. Et par contre, il faut savoir que ça, c'est pas sorti dans les médias, ou alors très très peu. En tout cas, je l'avais pas lu. Le gouvernement américain a déjà des accords avec le gouvernement danois pour élargir leur présence militaire s'ils le veulent. Donc là-dessus, Trump, s'il pouvait tout avoir,
si possible, ils se gêneraient pas. Mais donc il y a déjà des accords entre, j'insiste sur ce point-là, entre le gouvernement danois et le gouvernement américain, si les Américains voulaient déjà étendre, on va dire, leur présence au Groenland. Encore une fois, de toute façon, s'ils veulent ça, il y a les terres rares, c'est clair. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression un peu que les Danois ont un peu à peine gratté la surface. Le gouvernement danois, alors c'est vrai que même moi j'ai des élèves, des fois ils me disent monsieur, mais pourquoi le Danemark ne lâche pas le Groenland? J'ai alors déjà, il lâche un peu en mode autonomie, mais je crois, le budget, si je dis pas de bêtises, le budget du Groenland, 50% du budget du Groenland, je crois que c'est à peu près 600 millions de dollars, c'est le Danemark qui le donne. Le Danemark n'a pas véritablement d'ambition géopolitique, mais il souhaite conserver le Groenland, parce que voilà, il y a encore une fois le passage maritime du Nord-Ouest, et il souhaite le Danemark conserver un rôle dans le concert de l'Arctique et un poids sur la scène internationale dans ce sens-là. Bon voilà, je crois que j'ai dit pas mal déjà d'éléments. Je pense que je peux laisser la parole à Sylvain. Oui, bien entendu, Sylvain, voilà, sur cet aspect si t'as fini, David. Non, c'est bon, j'ai fini. D'accord. Moi, je tiens à ajouter, je m'étonne d'ailleurs par rapport à tout ce qu'il y a comme son de cloche autour de cette histoire, que les escrologistes européens ne nous expliquent pas où est le vrai problème. Parce que pour moi, j'ai identifié le problème de la souveraineté du Groenland et des États-Unis et du Danemark à travers le problème tout simplement de la chape de plomb des règlements écologiques qui pèsent sur l'extraction minière. Parce que David a rappelé donc tout un tas de cas d'entreprises chinoises qui se sont portées candidates pour pouvoir faire de l'extraction de terres rares, etc., d'hydrocarbures ou ce genre de choses au Groenland. Une partie des motifs pour lesquels elles ont été évincées, avant même que les programmes puissent se faire, c'est parce que planaient des risques écologiques qui sont couverts. Alors, il y a des subtilités puisque le territoire du Groenland n'est pas dans l'Union européenne, mais est néanmoins arrimé à un pays européen. Donc, les règlements écologiques autour du Groenland sont à peu près les mêmes que ceux que Sandrine Rousseau trouve encore insuffisants chez nous. Et donc, il y a même des entreprises aussi australiennes qui se sont retrouvées candidates à l'extraction de terres rares, qui avaient obtenu des contrats et puis qui finalement aujourd'hui sont en justice avec le gouvernement groenlandais parce que on leur a dit au final non, ce que vous allez faire ça va détruire la pisciculture et donc les gens qui s'en nourrissent puisque c'est une pisciculture vivrière vont crever de faim demain parce que vous allez vous allez tuer tous les poissons et toutes les ressources de la pêche. Donc du coup, moi, ce que je vois dans l'idée de Donald Trump avec cette volonté de souveraineté sur la terre groenlandaise, c'est parce qu'on sait très bien, David l'a évoqué un petit peu tout à l'heure en parlant de l'Alaska, l'écologie, quoi ? Non, nous on connaît pas. Enfin, si on connaît un petit peu, quoi. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait avec le gaz de schiste en Pennsylvanie au niveau de l'écologie, je peux vous dire qu'ils prendront pas de pincettes s'ils veulent extraire des terres rares au Groenland. Et ça. S'ils n'ont pas la souveraineté, il y a toujours quelqu'un qui, en termes juridiques, va pouvoir, alors même si lutter contre une mégacorp américaine, c'est toujours très compliqué en termes de droit, il y a toujours quand même quelqu'un qui viendra instrumentaliser les règlements écologiques pour empêcher tel ou tel projet, alors peut-être pas de finir par se faire, mais en tout cas les ralentir, leur faire perdre de l'argent, etc., etc. Et moi, je pense que c'est ça la clé que personne ne veut évoquer. Alors les Américains, on les comprend. Je suis un peu plus surpris de ce côté-ci du monde que personne ne se saisisse de cette question sur le fait que la souveraineté du Groenland entre les mains des États-Unis, ça permettrait aux entreprises américaines d'opérer en sachant donc qu'à cause de la calotte glaciaire, à cause de là où se trouvent les minerais rares en profondeur, etc., il faut des opérations d'extraction qui sont extrêmement polluantes, si on veut pas perdre un pognon de dingue, comme dirait notre cher ancien ministre de l'économie. Et donc, ça veut dire que si on veut avoir un minimum de rentabilité, on va s'asseoir sur tous les problèmes d'écologie, de pollution, etc. Et là,
il y a que les États-Unis d'Amérique qui peuvent s'imposer dans ce genre de domaine en s'en fichant complètement. Les Danois peuvent pas le faire, les Européens pareil, alors que les Américains, on sait très bien, puisqu'ils l'ont appliqué, je le disais, à leur propre territoire, eux, ils en ont absolument rien à faire, puisque comme l'a rappelé en introduction David, il faudrait 5 planètes Terre pour faire tourner leur économie. Donc, si c'est en bousillant le Groenland, pardon, c'est pas grave. Si ça nous permet de faire tourner la machine et puis aussi donc d'assurer cette indépendance stratégique pour la permanence des forces armées américaines dans le long terme. Forces armées qui en plus sont en train donc de se transformer à tous les niveaux et dont ces transformations vont encore entraîner des coûts, des accès à des matières premières rares, etc. Donc il faut. Alors là, oui, j'ai vu aussi ces nouvelles selon lesquelles l'OTAN, parce que c'est l'objecteur de conscience Mark Rutte, là, le secrétaire général de l'OTAN, qui aurait donné à Donald Trump le 21 au soir cette idée que les Américains pourraient accéder à 11 bases qui étaient celles que les Américains avaient mises en place depuis la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, que le statut de ces bases, et là on revient à la problématique des Caraïbes, en termes territorial, à quelle autre entité ils auraient le même statut que, au miracle, Guantanamo. C'est-à-dire que ce serait une espèce de location de souveraineté, comme ce que font les Américains auprès de Cuba, je crois, depuis la guerre contre l'Espagne, à la fin du 19e siècle. Donc, à partir du moment où ils auraient même ne serait-ce que cet aspect-là légal sur ces territoires-là, et avec la possibilité de s'agrandir, mais jusque dans quelle limite finalement, où va s'arrêter la limite de la base? Parce qu'officiellement, Donald Trump, il nous dit c'est pour construire les infrastructures du Dôme doré. Faut pas oublier le prétexte qui est invoqué techniquement, c'est d'avoir ce truc à la Star Wars bis qui était si cher au cœur de Ronald Reagan. Donc on ne sait pas quel type d'infrastructure, sur quelle superficie il faut s'installer pour mettre en œuvre tout ça. Et alors là, 11 bases. Si j'ai bien vu la carte aux informations françaises ce soir, on a quasiment tout le littoral sud du Groenland qui se retrouve sous souveraineté de facto des États-Unis de loin en loin avec toutes ces bases, quoi. C'est à ça qu'on pourrait assister. Alors j'attends aussi qu'on ait plus de détails, parce que pour le moment, ce qui est très surprenant, c'est que ce soit Mark Rutte qui ait donné ça à Donald Trump et pas un représentant de l'Union européenne et encore moins un représentant du gouvernement danois. Je ne parle pas du pauvre gouvernement groenlandais, parce que je pense que dans toute cette histoire, pour le moment, ils sont comptés pour peu de choses. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, Sylvain, petit point également, il y a aussi les annonces du haut commandement militaire américain, je crois, qui nous disait que les systèmes de radar et d'observation qui sont sur tout le nord de la région arctique, qui sont co-gérés avec le Canada, doivent être refaits, parce qu'ils sont complètement obsolètes, notamment à cause des missiles hypersoniques comme ça, et que le Canada a décidé qu'ils allaient pas ça les intéressait pas, qu'ils n'allaient pas le refaire, parce qu'il n'y a plus la guerre froide et compagnie. Et donc, ça expliquerait aussi l'intérêt des Américains, au lieu de le mettre sur cette façade nord-est du Canada, de directement le mettre avec des nouveaux systèmes, donc moins chers, parce qu'il n'y a pas à enlever l'ancien et compagnie, donc on met directement des systèmes nouvelle génération sur la ligne du Groenland, quelque part, voilà. Et donc, pour avoir ce système d'observation, radar et d'information sur la zone arctique. Oui, tout le système du NORAD serait finalement déplacé sur la zone du Groenland. D'accord. Bon, alors c'est pour ça que, comme le disait David tout à l'heure, peut-être que demain ils diront on va le déplacer jusqu'à l'Islande. Justement, tiens, si on parle de radar, est-ce qu'on peut afficher la carte sur le détroit de Bering? Bien sûr, c'était le prochain sujet, donc vas-y David. Voilà. Alors là, on a parlé de l'Est, on a parlé du Nord-Est, parlons du Nord-Ouest. Voilà. Donc, pour replacer le Groenland dans un espace, dans un contexte un peu plus large, voilà une carte que j'avais publiée en 2019, toujours sur diploweb.com. Si vous voulez la voir en plus grand, c'est gratuit, c'est libre d'accès, voilà. Donc là, on voit tout simplement Russie et États-Unis, qui sont complètement rivaux, qui se
touche du doigt via le détroit de Bering, où on voit ces deux routes-là qui longent les côtes russes et les côtes, du coup, alaskan et canadiennes. Là, je veux dire, c'est clair et net. On voit la plupart. J'ai mis des radars là justement. Alors, vous avez toutes les sources. Vous regardez tout en bas. C'était un très très gros travail de faire cette carte-là. Justement, la plupart des installations radars américaines, elles vont se situer au nord, vers l'Alaska, vers là où des missiles pourraient passer, parce que le chemin est plus court. Et si on regarde d'ailleurs, à chaque fois, on dit le bellicisme russe, mais si on regarde bien là tout en bas, là, le point 3, le rideau de glace d'un espace de confrontation, le nombre de bases militaires est beaucoup plus important autour du détroit de Bering, de bases américaines que de bases russes. Alors si par chez nous on nous dit les Russes sont bellicistes, regardez bien le budget militaire, et Sylvain pourrait en redire un mot, le budget militaire américain, qui est passé quasi, je sais plus combien il a dit là, Trump, quasi 1000 milliards de dollars là, c'est pas ça dans le budget de la défense? Oui, il est monté à 1500 milliards de dollars, voilà. Alors qu'il était. C'est le problème, c'est que les Américains, c'est le pays dominant de la planète. Ça reste, ils veulent rester, pour moi, la première puissance politique, économique et militaire mondiale, mais ils sont bien conscients, et c'est paru dans le document stratégique dont parlait Sylvain tout à l'heure. Ils sont conscients que maintenant, ça y est, c'est plus les seuls. Il y a d'autres rivaux, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, et ils sont bien obligés de composer avec eux. Mais là, par contre, ce qui fait un peu peur, c'est la concentration de forces militaires américaines là autour de l'Iran. Alors là, on change un peu de sujet, mais moi, quand je regarde un peu là les fils d'actualité, là, ça fait peur ce que Trump il veut faire autour de l'Iran. Parce que s'il s'en prend à l'Iran, encore une fois, c'est quoi? C'est le Dreamland. La plupart des conflits de la guerre froide se situent sur le pourtour asiatique. On a eu la guerre de Corée, on a eu la guerre d'Afghanistan, on a eu la guerre du Vietnam, l'Iran plusieurs fois, la Birmanie, la Syrie, Israël, Palestine. On est toujours sur ce pourtour du Heartland. Pour moi, les Américains, de toute façon, je ne varierai jamais d'un iota dans mon analyse. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais les Américains ne voudront jamais lâcher le Heartland. Ils ne voudront jamais. Même s'il y a des accords un peu tacites, on se répartit les sphères d'influence, etc. Mais s'ils attaquent l'Iran, là, au bout d'un moment, les Russes et les Chinois, ils vont peut-être devoir réagir, parce que sinon, ils vont vraiment être humiliés à force. Il faut pas trop non plus idéaliser Trump. C'est pas Trump en lui-même. Ça serait Biden, ça serait Trump, ça serait J.D. Vance, c'est pas ça. La question, elle est pas là. Ça reste des Américains. Voilà, 3 petits points. Je pense que le spectateur m'aura compris. Oui, justement, Sylvain a un point de complément sur ce point apporté par David, justement, sur le budget militaire et sur les projections américaines, quel que soit le parti quelque part. Voilà. Alors, la grande nouveauté avec Donald Trump que tout le monde a ignoré il y a exactement 15 jours, puisque c'était jeudi il y a 15 jours que cette décision a été prise par décret, c'est de commencer à limiter le pouvoir de nuisances financiers du complexe militaro-industriel. Il a pris un décret qui interdit désormais la cession ou la vente d'actions ou le versement de dividendes de toutes les entreprises du complexe militaro-industriel, et vous allez comprendre à quoi ça fait écho, tant que ces entreprises ne fournissent pas aux forces armées américaines les matériels commandés en temps et en qualité prévus par les contrats signés initialement. Et ça change tout. Tout le monde comprend que sont pris pour exemple la gabegie que nous connaissons tous sur le F-35 et puis surtout l'autre gabegie que personne ne connaît ici en Europe, qui est celle du Zumwalt, ce bâtiment furtif qu'aurait dû être livré à d'abord 30 exemplaires, puis 15, et puis dont aujourd'hui il n'y aura que d'ailleurs 3 exemplaires livrés, tellement ça a été une gabegie du même niveau
que celle du F-35 pour l'US Navy et que ça a plombé tous les plans de développement de la marine de surface américaine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2022 à peu près, pour l'US Navy, ça a commencé en mars 2022, pour les Marines, c'était à peu près la même chose. Pour la première fois, et ça c'est aussi quelque chose de remarquable que personne ne souligne parce que comme d'habitude les forces armées c'est toujours ah oui bon d'accord, on est en train d'assister à quelque chose qui n'a jamais eu lieu historiquement, c'est que une armée d'un État impérial thalassocratique avec l'aspect maritime qui coûte un pognon de dingue depuis que les marines existent, hein. Je renvoie aux propos sur ces sujets de mon maître Laurent Henninger. Les forces armées américaines dans toutes leurs composantes, je dis bien toutes leurs composantes, terre, air, mer, corps des Marines, forces spatiales, sont contraintes simultanément à opérer une refonte complète. Ça ne s'est jamais produit pour aucune armée au monde. Et qui plus est, pour des forces armées avec autant de besoins, on en parlait tout à l'heure, avec un budget inimaginable, hein, où il faut cumuler le budget de la Russie, de la Chine, de la France, etc., militaire, pour avoir un budget qui correspond à peu près à celui des forces armées américaines. À partir du moment où on a lancé ces programmes de refonte simultanés, et qu'en même temps Donald Trump est en train de limiter la casse, de la gabegie, hein, puisque le système du complexe militaro-industriel a fini par fonctionner comme une espèce de machine autonome, hein, c'est ce à quoi en partie faisait référence le président Eisenhower dans son adresse finale quand il a laissé le pouvoir à Kennedy en 1960, que ça allait un jour peut-être être un ennemi de la liberté du peuple américain et peut-être du reste du monde. Ça l'est devenu parce que ces gens-là sont autonomes, fonctionnent par endogamie pour que leurs dirigeants d'entreprise aillent passer un peu de temps dans l'administration à tel ou tel moment pour prendre des décisions en faveur de ces entreprises, pour ensuite revenir au board et cachetonner et s'enrichir dans un circuit vicieux permanent qui finit par entraîner des hausses de budget délirantes sans que pour autant, en bout de chaîne, on ait les matériels attendus pour pouvoir mener tel ou tel type de conflit. Et ça, c'est un problème. Donc, oui. Et oui. Donc là, cette première mesure va limiter d'un seul coup tout ça. Et ce qu'il faut bien comprendre quand on comprend ce que c'est que la pensée libérale américaine, agir de la sorte de la part de Donald Trump, donc de l'État fédéral, c'est quelque chose qui ne s'est pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand justement le complexe militaro-industriel est né, à la demande du président Roosevelt, sous l'égide du général Marshall, qui avait d'ailleurs comme adjoint, enfin parmi ses adjoints, Eisenhower. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là, avec des refontes à opérer dans l'armée de l'air sur un nouvel avion de 6e génération, tout en essayant de limiter la casse budgétaire autour du F-35. Alors je prends les grandes lignes, hein. On est au niveau de la marine avec des problèmes multiples, puisque là, on a les bâtiments de surface et les sous-marins, la flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui est la clé de voûte de la stratégie de dissuasion nucléaire américaine, est en pleine, est au bout du rouleau. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, il faut imaginer 12 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans les 10 ans qui viennent, qui doivent être à la mer. Hein. Je ne parle pas qu'ils doivent être en chantier, qui doivent être à la mer. Donc, c'est des investissements qui sont inimaginables pour nous. En même temps, il faut voir comment vont arriver les successeurs, les compléments de la classe Gerald Ford pour succéder à la classe Nimitz, qui arrive, elle, en bout de vie. Vous avez en plus, à côté de ça, donc la refonte du corps des Marines dont je parlais. Vous avez pour l'armée de terre toute la problématique de sa réorganisation doctrinale autour des divisions après l'abandon des brigades qui avaient été pourtant adoptées pour faire la guerre contre le terrorisme, et ensuite tous les problèmes de recrutement de soldats de qualité, puisque je rappelle que l'armée américaine dans son ensemble ne manque pas de volontaires, mais elle manque de gens qui réussissent au test d'aptitude pour des questions de santé physique. Hein, c'est quand même quelque chose aussi à souligner. Donc tous ces éléments-là, moi je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui disent les États-Unis veulent rester leaders, alors pas hégémoniques parce qu'ils en ont du coup plus les moyens. Je rappelle qu'ils sont en train de démanteler des bases en Europe
il y a une rumeur qui court depuis le mois de décembre sur la fusion. Vous savez, l'armée américaine, enfin les États-Unis ont des centres de commandement pour chaque grande région du monde, pour pouvoir déployer plus rapidement leurs forces avec des états-majors dédiés. Il y a dans les tuyaux, semble-t-il, l'idée de fusionner au moins 2 de ces commandements pour réduire les coûts et montrer qu'en gros le théâtre européen est beaucoup moins important qu'il ne l'était pendant la guerre froide, et on le comprendra tous. Donc rester leader, mais plus avec les capacités hégémoniques, et surtout, aujourd'hui, au-delà de tout ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'accès aux ressources, les sous-traitants chinois, etc., c'est que la refonte globale de toutes ces composantes, de toutes les forces armées américaines simultanément, si tout se passe bien au niveau budgétaire, si tout se passe bien au niveau de la continuité de la politique qui est insufflée aujourd'hui, on ne peut pas attendre qu'elle porte ses fruits avant 2032. Et c'est au mieux. C'est le calcul où tout se passe bien, il n'y a pas un seul problème, etc. Donc c'est à la fin du prochain mandat. C'est même pas de ce mandat, c'est du prochain, quoi. C'est ça, c'est-à-dire c'est au cas où Trump gagne les midterms, ce qui permet de propulser J.D. Vance pour lui succéder à l'issue de son mandat, et puis que J.D. Vance lui aussi gagne ses midterms, etc. Et donc là, c'est pour ça qu'on est sur un pari, parce que par exemple pour la marine, puisque les États-Unis sont d'abord un empire thalassocratique, le gros problème dont personne ne parle pour la marine par rapport au-delà des coûts et des bâtiments, c'est ce que nous expliquait Emmanuel Todd. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés sur les chantiers navals américains. Il y a un embouteillage qui est même pas seulement lié au fait de prendre la décision et de la budgéter, c'est que vous n'avez pas assez de types qui sortent formés des écoles et des universités américaines. Il y a plus d'ingénieurs pour vous construire les navires. Faut se rendre compte. C'est pour ça qu'on est à un tournant de la puissance américaine. Alors, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec David et tous les autres camarades qui parlent toujours de cette volonté transpartisane de laisser America first, mais les moyens commencent singulièrement à manquer de toutes parts. Et c'est ce que soulignait Emmanuel Todd dans son livre, il y a 2 ans maintenant, La défaite de l'Occident. Voilà. Non, mais c'est parfait. D'ailleurs, vu qu'on est sur les dernières cartes, je crois que David, tu avais une caricature pour terminer l'émission, justement, que tu nous avais envoyée. Écoutez, on peut mettre la caricature. On la met vite fait à l'écran, comme tu peux nous en parler. Quoi ? Voilà. Le nouveau président du Venezuela. On va terminer sur une bonne note. Il est beau, il est magnifique. Voilà ce qu'on peut un peu trouver sur X, anciennement Twitter. J'adore. Des fois, on trouve un peu de tout. Mais bon, oui, c'est vrai que après, je rejoins quand même Sylvain sur le fait que la puissance américaine, j'en parle un peu. C'est l'État intérieur des États-Unis. J'en parle dans mon bouquin Vers les États des Unis. D'ailleurs, quand on a fait le salon des auteurs du cercle mi-décembre, c'est vrai qu'il y avait des lecteurs, ils venaient me voir, ils me disent, écoutez, votre bouquin, vous l'avez sorti en 2019, en 2025, il est encore plus vrai maintenant qu'en 2019. Je dis, il est toujours pertinent. Non mais ouais, il est tout aussi valide, voire même davantage. Et je m'y attendais pas. C'est vrai qu'il y a un état, une décomposition interne. On commence à avoir des petits signes d'effritement aux États-Unis. Je vais ajouter quelques petits chiffres quand même. Sylvain pourrait les confirmer ou les actualiser. Si on prend de Pascal Orsier dans l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, ça date de 2022. Les chiffres que je vous donne, 2022, j'insiste sur ce point-là. Donc, on avait en 2022 l'armée américaine 1,38 million de soldats au total et autant de réservistes. On avait 23 millions d'anciens combattants. L'armée de terre, c'est 480 000 hommes en 20 divisions et 2400 chars. L'armée de l'air et de l'espace, c'est 335 000 hommes et 2200 avions. La marine, donc l'US Navy, 340 000 soldats, 53 sous-marins, 11 porte-avions et 700 avions. Les Marines, c'est 186 000 hommes en 3 divisions, plus
10 unités indépendantes, 400 chars, 400 avions, auxquels on ajoute en tout 3800 têtes nucléaires. Encore une fois, chiffre 2022. Si vous voulez reprendre ces chiffres-là, citez-les bien. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Todd lui-même analyse un effritement de l'Empire américain. On verra ce que ça devient. Alors c'est vrai que si on écoute aussi beaucoup d'experts, il y en a qui disent cette crise économique qui va arriver, certaines élites politiques veulent cette guerre pour remettre les compteurs à zéro. Moi, ce que j'apprécie dans l'administration Trump, c'est qu'on a des gens de son administration qui citent carrément l'État profond américain. Incroyable. J'ai vu ça, je dis mais ça c'est un signe positif. Je pense que Trump, comme toute administration, par définition, il va faire des choses positives, des choses négatives. Moi, je pense qu'il essaye un peu de faire la paix, mais de composer. Il peut pas gagner sur tous les fronts. Il est obligé de donner des gages à l'État profond, de composer aussi avec les intérêts israéliens. Ah bah oui. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Donc, pareil que moi personnellement, de ce que je lis, Sylvain, toi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, la guerre en Ukraine, je la vois pas s'arrêter en 2026, personnellement. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais en tout cas, de ce que j'en vois, il y en a 18, les Russes veulent prendre toute l'Ukraine. Je ne les vois pas prendre toute l'Ukraine. Ils n'en ont pas, je pense qu'ils n'en ont pas les moyens, en tout cas actuels. Ils n'en ont pas les ressources humaines. Mais en tout cas, 2026, pour moi, ils n'en ont surtout pas l'envie. Ils n'en ont pas l'envie non plus. Non. Donc, Sylvain, je fais une question générale, Sylvain, justement, pour terminer. Tu vas pouvoir répondre aux questions et aux prédictions de David. Dernière question. Je ne pas jusque-là, mais mes analyses, prédictions. L'analyse de David. Dernière question pour terminer cet entretien. Quels sont pour toi qu'est-ce qui risque de se passer, les objectifs, les gros dossiers à suivre pour 2026 et qu'est-ce qui peut se passer si on suit un peu les courbes? On n'est pas là pour parler de Madame Irma, on suit l'actualité, on essaie de faire un travail d'analyste. Mais voilà, les grands enjeux au niveau de l'Amérique, que ce soit pour des enjeux intérieurs avec les midterms qui se précisent et les enjeux de redéploiement d'une certaine forme, d'une autre forme de l'impérialisme américain à l'extérieur, les perspectives 2026. Alors juste pour faire un petit peu de publicité, je vous invite à consulter les nouveaux chiffres que j'ai mis en avant dans mon livre sur l'état des forces armées américaines. Oui, c'est très détaillé. Voilà, et puis surtout sur l'état du nombre, parce qu'on dit ils ont tant d'avions, tant de ceci, tant de cela. Est-ce que tous ces avions fonctionnent ou pas? Parce que là aussi il y a des problèmes comme ceux qu'on connaît dans l'armée française. C'est pas les mêmes proportions, bien évidemment, mais vous avez des appareils qui sont listés comme étant dans les effectifs, mais qui finalement ne sont pas en capacité de voler, faute de pilotes, puisque aux États-Unis, c'est pareil, il y a une crise dans l'armée de l'air, les pilotes étant plus attirés par les payes proposées par les compagnies civiles que par l'US Air Force. Donc ça pose aussi des difficultés sur le nombre d'appareils qui peuvent voler. Donc en ce qui concerne 2026, moi je suis d'accord avec ce que disait David sur la crainte d'un problème majeur avec l'Iran, mais qui serait pas du fait des Américains, mais qui serait du fait d'Israël et principalement de Benjamin Netanyahou et de son administration, parce que c'est lui qui veut ce changement de régime à Téhéran en priorité. Il n'arrête pas de le dire sur tous les canaux possibles officiellement depuis le mois de juin l'année dernière. Alors j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens veulent pas y croire. Bah si, c'est lui qui le dit. C'est pas un complot, c'est ouvert. Même le Mossad s'est mis à en parler comme ça sur les canaux ouvertement au mois de décembre. Allez-y, peuple iranien, changez votre régime, on est là avec vous. Bon, c'est signé, quoi. Enfin, il y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, bien sûr, comme avec le cas Maduro, puisque cette puissance militaire est en plein chamboulement, pour les raisons qu'on a expliquées, ça n'empêche pas les Américains de pouvoir faire des coups contre des adversaires qui sont pas directement la Chine ou directement la Russie. Alors la question, c'est l'Iran, dans quelle catégorie se situe-t-elle? Est-ce que c'est suffisamment une puissance pour qu'on ne puisse pas la déstabiliser avec un coup aussi médiatique soit-il? C'est ce que moi je pense, parce que c'est ce qu'a essayé l'opération Rising Lion l'année dernière
à laquelle Donald Trump a été obligé de mettre fin en faisant une opération de communication, en bombardant des bases soi-disant du programme nucléaire iranien qui avait été vidé préalablement, tout en acceptant pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on n'a jamais vu ça, hein, vous pouvez fouiller, il n'y a pas un président dans l'histoire américaine qui a dit à l'adversaire magnanimement: allez, frappe la base d'Al-Udaï au Qatar, on l'a vidé, ça te fait de la com pour toi, ça te fait de la com pour moi. Donald Trump a été jusque-là, hein, faut quand même pas oublier. C'est de la WWE à fond, c'est du catch. Hein, je fais semblant, après il fait un communiqué, enfin bon. Donc le problème de l'Iran, c'est le dosage. Est-ce qu'on passe par une guerre de bombardement de haute intensité, parce qu'il n'y aura pas de troupes au sol, sinon à essayer d'employer, comme ils viennent de tenter de le faire, des proxys dans la minorité kurde ou la minorité azérie, ce qui leur a pété à la figure, puisque dès qu'on a commencé à agiter la minorité kurde, les gens qui ont fait ça sont pas très très finaux, parce qu'ils ont oublié que du coup le sultan allait s'activer pour dire non, quoi, les Kurdes, vous rigolez ou quoi, hein, puisque là, faut bien comprendre que une partie du désamorçage de ce qui s'est passé en Iran vient des services de sécurité turcs qui ont informé les Iraniens, avec lesquels ils travaillent depuis des années contre les Kurdes, de ce qui était en train de se tramer dans la partie de l'Iran, l'ouest de l'Iran, où il y a la minorité kurde la plus importante. Ou comme par hasard, c'est là qu'on avait les manifestations les plus violentes, les plus virulentes contre le régime. Hein. Faut bien comprendre tout ça. Donc là, les dernières informations qu'on a eues ces dernières semaines, enfin cette dernière semaine, pardon, c'est que il y a eu quand même un beau pont aérien depuis Pékin de matériel militaire chinois qui a été livré aux Iraniens, et vraisemblablement des moyens antiaériens, des moyens de détection radar, des moyens de brouillage et compagnie. Donc si Netanyahou a les moyens, pour diverses raisons, de convaincre Trump ou de forcer Trump à mener quelque chose contre l'Iran, ça risque effectivement là d'être très très grave, parce que les Iraniens ont des moyens en missiles balistiques pour frapper Tel Aviv, tout Israël, comme ils l'ont fait pendant la guerre des 12 jours. Et comme je le disais, les munitions américaines sont pas éternelles pour défendre le ciel d'Israël. Voilà, donc ça peut malheureusement, ça, effectivement, dégénérer, mais ça n'a pas de rapport immédiat avec la puissance américaine au départ, parce que là, on est dans un problème entre Israël, l'Iran et le patron américain d'Israël. Voilà. Non, ben ce sera justement un des prochains dossiers à suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce nouveau format des Zooms sur des thématiques avec des invités comme Sylvain, qu'on remercie d'être venu aujourd'hui, vous intéresse. D'ailleurs, David, pour terminer, c'est vrai que ce sujet iranien et Moyen-Orient, c'est un de ces sujets qu'on pourrait traiter dans un des prochains mois, une des prochaines émissions mensuelles du Zoom. C'est vrai que c'est un dossier quand même qui reste brûlant. De toute façon, ils ne réussissent pas à se mettre d'accord. En fait, c'était Fernand Braudel, je crois, hein, qui parlait de la géohistoire. La géohistoire, qu'est-ce que c'est? À ne pas confondre avec histoire géo. C'est la géopolitique du temps long. Ce sont des études, c'est l'étude des rivalités de pouvoir entre peuples et entre États sur des siècles, voire même des millénaires. Je pense que dans l'histoire, et entre historiens, on se comprend avec Sylvain, Israël, le Proche-Orient, ça restera un point de rivalité encore pendant, pour moi, très longtemps. Sylvain, on vous remercie d'être passé au Cercle Aristote aujourd'hui pour parler aussi brillamment que possible des événements d'actualité, de prendre du recul justement sur les intérêts géostratégiques américains et sur ce qui se passe sur différents théâtre d'opération. Un petit point sur l'actualité de veille stratégique ou ton actualité personnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire là pour terminer? Pour veille stratégique, donc vous pouvez nous suivre en libre accès sur notre chaîne YouTube, sur d'autres blogs, sur Facebook, sur Telegram. On a aussi un Patreon où on fait un travail de beaucoup de traduction de documentation en langue anglaise vers le français, parce que ça a été un des premiers points très importants à la naissance de veille stratégique. L'idée, c'était de faire partager au public
les documents auxquels moi j'avais accès et qui me permettaient de tenir les discours qu'on vient d'avoir et que les gens du commun me regardaient en me disant mais sur quoi tu te bases? Bah, sur la majorité de ce qui est publié par les think tanks anglo-saxons. Sur la documentation officielle. Bah oui, voilà, de la documentation tout à fait officielle, et les gens me disaient ah bah oui, c'est en anglais mais j'y ai pas accès et tout. Donc quand on a lancé le Patreon, moyennant donc un abonnement pas trop excessif, on fournit de la traduction régulièrement, et là on est passé à 2 articles traduits minimum par jour autour de toutes ces questions, autour des questions d'armement, sur tous les théâtres bien évidemment chauds comme on dit du globe. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en plus nous soutenir dans notre développement, à rallier notre Patreon pour avoir accès à tout ça. Et en plus, le petit bonus sympa, c'est 1 fois par mois, pendant 2 heures, vous pouvez m'avoir en live pour vous tout seul, pour me poser toutes vos questions dans une ambiance très conviviale. Voilà. En tout cas, tu es le bienvenu pour revenir quand tu veux en 2026 ou même dans les années suivantes, si on existe encore, bien entendu, chez nous, parce que tu es toujours bienvenu. Ah bah écoutez, merci. Comme je disais, c'était pour cette première invitation, donc c'était très très agréable, et c'était vraiment moi quand David a sorti son livre Les États des Unis, je me disais ça y est, il y a enfin quelqu'un qui va revenir sur cette problématique. On pourrait faire encore une émission aujourd'hui en faisant les comparaisons avec la guerre de sécession, parce qu'on a parlé de la sécession du Texas, mais on a oublié les menaces de la Californie démocrate. Quand on voit les propos du patron de la Californie à Davos, là, ce qu'il a balancé sur Trump, mais il y a eu longtemps aussi cette menace que la Californie fasse sécession. Bon, moi, vu que je suis un taquin, vous le savez, j'ai toujours dit que c'était un tremblement de terre qui fait que la Californie ferait sécession un jour et se barrerait de la plaque continentale. Mais bon, c'est parce que je suis un taquin que je dis ça. Eh ben Sylvain, vous savez quoi? On fera une émission certainement en fin d'année 2026, au moment des nouvelles sorties. On fera une émission sur la politique intérieure des États-Unis et on y refera un point, peut-être avec Jonathan Alperi, certainement avec David. Donc vous serez évidemment le bienvenu pour parler de ce sujet que vous connaissez si bien, c'est-à-dire la guerre de sécession et ses conséquences. David, merci d'avoir participé. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Sinon, il me reste plus qu'à vous. David, si tu as un mot de conclusion encore, ou sinon on peut dire simplement au revoir et merci aux spectateurs. Merci Sylvain de m'avoir cité pour mon bouquin. C'est vrai que c'était fin août, j'avais fait une émission avec Mike Borowski et il m'a dit mais en fait tu es le seul à avoir sorti un livre sur le sécessionnisme aux États-Unis. Je dis oui, c'est vrai que moi dans mon travail de recherche, parce que c'était quand même des années de travail, c'était un gros sacrifice, je ne trouvais que des sources anglophones et pas françaises. Donc voilà, bon, le deuxième livre, on change de sujet, ça sera vraiment sur la guerre économique en France. Je suis en plein travail là-dessus, il y en aura, j'espère le sortir pour juin, on verra au rythme de mes recherches. Voilà, écoutez, merci à tout le monde, merci aux auditeurs. Sylvain, un plaisir d'avoir échangé avec toi. Je te dis à bientôt, j'espère, entre historiens toujours. Comme disait Nicolas, il y aura les midterms à la fin de l'année. Il faut qu'on fasse une émission après les midterms. Bien entendu qu'on en fera une. Elle est notée. Le calendrier électoral américain a fixé à notre place la prochaine émission au minimum. C'est ça. Donc très bien. Vous retrouverez une prochaine émission d'actualité que j'espère pouvoir animer, en tout cas si on me prête vie, avec en fin d'année avec Sylvain, avec Jonathan, avec David, peut-être avec Pierre-Yves s'il a le temps, bien entendu. Chers abonnés, chers amis, chers spectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques en commentaire. On les prendra lors du prochain Zoom du mois de février, de la fin du mois de février avec David. Je remercie encore Sylvain d'avoir participé, David d'avoir participé. Les liens sont en commentaire, les cartes DiploWeb, les ouvrages dont on a parlé aujourd'hui, l'ouvrage de Sylvain et l'ouvrage de David. Merci aux monteurs et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Zoom sur une nouvelle thématique. Merci, au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.